Bienvenue au Langue à Langue le podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre, où on jase de stratégie, d'essais, d'erreurs, mais surtout d'erreurs. Je suis votre animateur Michael Laragibel, accompagné de Thomas Langlois. Salut tout le monde, je suis content d'être là. Aujourd'hui, on reçoit l'humoriste Jérémy Larouche. Allô! Bienvenue au podcast Langue à Langue et c'est parti! Salut J'aime ça, la Jérémy! toune, c'est parfait quand ça commence. Ouais, Ça va, vous autres? le petit côté jazzy, c'est le fun. J'ai comme juste le coup de danser. C'est comme Get up that funky! Ça, on dirait que j'adore ça de beat, là. Ah, nice! Hot summer, baby! Fait que ça va bien? Ça va, oui. Ouais? Ouais? Comment veux-tu pour être de bonne humeur quand t'as cette musique-là comme intro de podcast? Ouais? Hein? Ben Avoue, oui. hein? Ça donne le Ça goût met de jaser. Écoute, on l'a recherché savamment. Ben oui, écoute, c'est le meilleur choix dans la musique libre de droit que vous avez trouvé. Exactement, exactement, c'est exactement ça. Fait que... Donc, je te connais par l'humour, l'impro. Je sais que tu es aussi auteur pour tes shows. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais aussi? Je vois que tu as un petit peu un touche-à-tout. Ouais, ben je fais un jardin là, en confinement. Il est Ouais. rendu vraiment solide, je te dirais. Là, tout le long de ma cour au complet, c'est un jardin. là. C'est assez intense. Nice. Plein de fruits et légumes ou... Principalement des légumes, je te Ok. dirais. Et des tomates, c'est vrai, la tomate est un fruit. Ouais. Fait que. Ouais. Mais non, mais je fais plein de cossins en général, tu sais, autant l'impro que l'humour, mais aussi, tu sais, j'enseigne maintenant à l'École nationale de l'humour aussi. Je donne des workshops d'humour un peu partout au Canada en français. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'écris pour la télé, pour mon émission. Tu sais, j'anime de la télé aussi. Avec mon émission Pas plus bête que nous à Uni puis à Tout.tv. Il y a ma série Cultive ton comique là, qui vient de sortir sur Ouais. Tout.tv aussi. Je fais du balado. J'ai un balado sur ici Radio-Canada Audio qui s'appelle Ingénieux Junior, qui est de la vulgarisation scientifique. Puis j'ai un podcast que j'ai maintenant arrêté de faire, mais qui s'appelait Mouhahaha, qui est sur toutes les plateformes, là, iTunes et compagnie, dans le fond, qui était je recevais des artistes pour jaser de mauvais coups ensemble, pour essayer de voir, explorer un peu l'univers des tannants. Fait que, tu sais, c'est vraiment bien des affaires. Tu sais, je fais de la marionnette aussi, j'aime ça comme quand quelque chose m'inspire, quelque chose qui est inspirant, quelque chose qui est drôle, je sais pas, j'y vais. J'essaie de pas faire une seule chose, je me tente vite. C'est aussi un trait TDAH, là, de toujours vouloir passer à la prochaine affaire, puis jamais finaliser quoi que ce soit, là. C'est comme un problème en même temps que je vis, là, tu sais. Mais c'est quelque chose d'aussi stimulant de te pitcher dans le vide, d'essayer quelque chose que tu n'as jamais fait, puis justement essayer de le prendre, cette nouvelle corde dans ton arc, là? Hey, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai toujours été quelqu'un qui a aimé être diversifié. Comme tu dis, touche à tout, c'est vraiment un bon mot, là, même si c'est 3 mots. Mais genre, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Pas me concentrer sur une affaire, tu sais. Je sais pas, j'ai toujours aimé la polyvalence. J'ai toujours admiré les gens qui faisaient plein de choses différentes. C'est juste qu'à un moment donné, c'est peurant parce que tu te garoches partout, puis t'es comme pas à 100% dans rien à un moment donné. Fait que tu fais, ouais, c'est peut-être pas la... Tu sais, là, je suis rendu à un point dans ma carrière où je focus plus sur moins de choses en même temps, mais j'ai déjà été all over the place, là, tu sais, c'est pas toujours bon, un moment donné, tu sais, tu finis par, comme, botcher quelque chose, ou un moment donné, tout botcher, ou plus rien apprécier, parce que t'es juste tout le temps en train de faire comme « Ah, tabarnak, qu'est-ce que j'ai ça aussi? » Puis là, t'as plus de fun parce que t'as juste trop d'affaires, tu sais. Fait que... c'est comme une balance, tu sais. Ouais, mais en même temps, est-ce que toutes les autres choses... Ah, vas-y, Thomas. J'allais dire en même temps, le fait de faire beaucoup d'autres choses, tu dois à un moment donné, je sais pas, se construire quelque chose, tu dois vraiment plus savoir ce que tu veux. Je sais pas où est-ce qu'ils build quelque chose avec ça. Ben oui, ben en fait, si c'est comme... Les artistes, je compare ça des fois aux personnages de Mario Kart, là. Dans le sens que... Non, mais je veux dire, t'as des artistes qui sont tellement bons dans une affaire, mais sors-les pas de là, parce que, tu sais, ils sont spécialisés. C'est comme, mettons, Bowser, tu sais, il a un top speed de la mort, mais son accélération soque, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours voulu être comme un Mario, un Luigi, tu sais, un personnage qui est plus balancé, tu sais, où ce que je suis comme... Je suis pas le meilleur dans quelque chose en particulier, mais je suis un peu bon dans tout. En fait, c'est un peu comme ça que j'ai toujours voulu l'aborder.
Puis ça a l'air weird à dire de pas vouloir être le meilleur dans rien, mais ultimement, je sais pas, on dirait que j'ai pas envie d'être le meilleur dans quoi que ce soit parce que ça vient avec énormément de pression, tu sais. Parce que des fois, je fais des shows avec des humoristes, tu sais, mettons, je sais pas, moi, à un moment donné, si je parlais de ça avec Sylvain Larocque ou, tu sais, ou même Bellefeuille, puis tu sais, tu fais... Ça doit être tough d'être François Bellefeuille, mettons, dans le sens que quand il sort un nouveau show, le monde a des attentes. Le monde... Oui, c'est sûr que la salle va être pleine, t'as pas ce stress-là, parce que, tu sais, t'es populaire, tu sais, puis il y a quelque chose de le fun, parce que tu sais que tout le monde dans la salle sont venus te voir, puis ils t'aiment. Ça, c'est de l'amour incroyable, mais ça vient aussi avec, tu sais, l'autre côté de ça, c'est comme, mais il faut pas que tu déçoives. Tandis que moi, au quart du temps, en show, j'embarque sur scène et au moins le 2 tiers de la salle me connaissent pas dans une soirée d'humour, mettons. Fait que ils n'ont pas d'attente. Fait que la minute que je suis drôle après 2 jokes, ben ils font OK, il est bon lui, tu sais. D'un autre côté, moi, à chaque fois que je monte sur scène, il faut que je prouve aux gens que j'ai d'affaires là aussi, tu sais, comparativement à Louis-José qui monte sur scène, puis le monde sont juste en extase parce que tabarnak, c'est Louis-José, tu sais. Fait que c'est comme une espèce de... Des deux bords, il y a quelque chose de facile et de difficile, mais il y a comme je suis comme dans un moment de ma carrière que j'aime et que j'ai l'impression qu'éventuellement, je vais m'ennuyer de ce moment-là. Si j'étais à un moment où j'ai une bonne indépendance financière, ça va super bien mes trucs, je peux faire pas mal les projets qui me tentent, puis je vis encore dans l'anonymat, entre guillemets, de, tu sais, je me fais reconnaître, là, mais pas tant que ça. Fait que je peux faire un peu, tu sais, je peux aller faire mon épicerie sans... c'est ça, des fois, là, quand tu es avec des gens, tu sais, l'autre fois, je marchais sur la rue avec Mariana Mazza, puis, man, on peut pas faire un coin de rue sans que le monde demande un selfie. Fait que t'es jamais capable de compléter ta conversation parce qu'il y a toujours des gens qui se pitchent, tu sais. Puis de l'autre côté, c'est comme, elle est contente, elle dit oui, mais il y a quelque chose de suffocant aussi que je trouve dans ce côté-là, quand t'es un A, là, mettons, là, tu sais, là, j'en vis pas ça, en fait, tu sais. J'ai jamais voulu être célèbre, j'ai toujours juste voulu être un artiste, puis c'est comme... La célébrité vient, puis t'as pas le choix. Ça vient avec son... Tu sais, la rançon de la gloire, en fait. C'est exactement ça. Là. Fait que je suis comme super content d'être dans la position comme flou, est-ce que je suis ou est-ce que j'ai le meilleur des deux mondes, dans le sens que je peux vraiment faire ce que je veux, puis les gens n'ont pas d'attente, je les surprends tout le temps, puis ils sont contents, puis that's it. Puis d'un autre côté, genre, c'est ça. Fait que je vais m'ennuyer de ce moment-là, je suis sûr, un jour. Là, Puis il y a quand même un pouvoir de risque aussi artistique qui vient avec ça. Tu peux te permettre aussi, justement, comme tu dis, s'il y a moins de monde, si les 2 tiers ou une partie de la salle ne te connaît pas, ben, tu peux te permettre de... En même temps, il faut que tu les fasses rire, puis en même temps, tu peux te permettre de tester des affaires, j'imagine, plus, ou je sais pas, c'est pas nécessairement plus, là, c'est peut-être pas bien dit, mais... Mais tu peux tout le temps tester des choses, c'est juste que, tu sais, mettons que quand tu commences à faire de l'humour puis tu es plus un open micer, ben, tu sais, moi, ce que je dis tout le temps à mes élèves ou aux open micers, c'est que tu n'as pas le droit de pas être bon, là. Parce que tu es obligé de commencer fort puis de finir fort. Parce que moi, je te donne un spot, mettons, sur ma soirée, là, où, mettons, moi, je book des soirées à 25-50$, mettons, au Brouhaha, Rosemont, exemple. Là, là, moi, je te vois dans un open mic où je te donne ton premier spot sur ma soirée. Viens pas essayer du stock, là. Viens mettre le feu dans la place. Tu sais, question qu'on fasse, hey, Chris, il est bon ou elle est bonne. Puis là, après ça, on va se jaser entre nous autres. Puis, hey, parce que souvent, ça arrive. Tu sais, j'ai telle personne qui m'écrit, je l'ai jamais vu en show, je la book-tu ou pas. Fait que, tu sais, c'est important aussi de faire ton nom, tu sais. Puis, à un moment donné, tu peux aussi l'échapper dans le sens que, tu sais, moi, j'arrive un soir quelque part, j'essaie de je me pète la gueule. Le monde qui sont dans l'industrie font Ah, Jay essayé quelque chose, puis c'est tout. Puis à la limite, ils vont juste rire puis me faire un high five, mais que j'arrive dans les loges, je fais c'est que c'était de la merde! Puis on va rire, c'est pas grave, parce que j'ai déjà prouvé que j'étais capable de faire ce métier-là. Puis même moi, par rapport à moi, dans le sens que je vais pas rentrer chez nous en broyant dans le char en faisant comme Oh my god, je devrais pas faire ce métier-là. Je vais faire comme asseoir, l'échapper. J'ai déjà comme. Je me suis déjà prouvé que j'étais capable de faire ce métier-là. J'ai plus besoin de me le prouver. Mais tu sais, fait que. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un monde le fun, ce milieu-là. Tu sais, l'endroit où est-ce que je suis dans ma carrière, là, je suis tellement content. Là, c'est vraiment cool pour ça parce que c'est ça, l'industrie me fait confiance, puis je me fais confiance. Il y a comme, c'est nice, tu sais. C'est le fun. Tu un milieu que tu croyais possible quand tu as commencé? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce milieu-là où tu te dis, j'ai la confiance, je suis pas trop connu, tout ça, puis je vis bien, t'as pas cette envie de justement devenir un A ou quoi que ce soit. Non. Fait que toi, quand t'as commencé, tu voulais juste être un artiste, vivre de ça, puis tu cherchais pas... pas... Quand j'ai commencé, j'étais très naïf.
je voulais faire ça parce que j'aimais ça. Puis je rêvais de jouer, je rêvais de faire un gala juste pour rire. Je rêvais de... Je me souviens quand j'étais à l'école de l'humour, il y avait une fille qui était autrice. Puis elle m'avait amené, parce qu'elle écrivait pour les galas, et elle avait eu la gig. Fait qu'elle m'avait amené backstage au Saint-Denis. Les dernières années que c'était au Saint-Denis, un après-midi pendant qu'ils répétaient les galas, puis j'avais vu comme, j'avais pu monter sur la scène puis voir ça a l'air de quoi quand t'es sur la scène du Saint-Denis. Puis hey, j'en avais des frissons, tu sais. Aujourd'hui, je m'en fous un peu. C'est pas grave, tu sais. Puis j'ai longtemps voulu faire, mettons, les galas juste pour rire, c'était comme un accomplissement, on dirait. Puis avec le temps, j'ai fait « Hey, c'est une gig TV payée 1000$. OK, mais non. » Tu sais, un moment donné, bof, tu sais, ouais, oui, c'est quelque chose. Oui, c'est un rêve, ça l'est encore. C'est sûr que je n'ai jamais fait de galas juste pour rire. Tu sais, fait que c'est quand même quelque chose que j'ai déjà rêvé de faire. Maintenant, c'est sûr que si on me le demande, je vais dire oui, mais je serais plus impressionné comme je l'étais avant. Dans le sens que je vais faire comme yes, je le fais, mais parce que je suis rendu là, pas genre oh mon Dieu, je vis un rêve maintenant. C'est vraiment juste c'est vraiment juste une autre façon de le voir. Tu sais. Fait que, je pense que c'est ça qui est tough quand tu es un artiste qui commence, c'est le syndrome de l'imposteur. Le fait de faire comme hey, j'essaye de faire ça. C'est comme long avant que tu te présentes aux gens en disant que tu es un artiste. Je sais pas pour vous autres. Oui. Tu sais, les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis tu étais comme ah, ben là, moi, tu nommais, mettons, ta day job, là, je travaille à telle place, mais je fais des choses le soir en humour, j'essaie, tandis que maintenant, tu sais, c'est comme, maintenant, les gens me demandent, je dis, je suis humoriste, puis c'est plus comme, c'est pas tant que je suis pas connu, c'est toi, tu me connais pas, tu sais. Fait que souvent, la question qu'ils vont demander, c'est, mais là, t'as-tu fait de la TV, puis là, tu nommes, mettons, vite, une couple de cossins, puis ils font, ah, OK, I guess que c'est moi qui connais, tu sais. Parce que souvent, les gens vont penser que en art, tu sais, si t'es pas connu, tu fais pas ça pour vrai. Fait que, tu sais, quand tu as un Sam Breton qui fait des chroniques à Salut Bonjour, ils font il est drôle le nouveau, fais un bout qui roule ton nouveau. Il n'y a personne qui sort de nulle part. Ça fait 2 semaines qu'il existe dans le monde artistique, puis tout de suite, il est sur une grosse gig. Tu sais, il est nouveau pour toi, mais fais un bout qui roule. Tu sais, pour être bon de même, il faut qu'il y ait de l'expérience. Ouais, c'est très rare des gens que ça fait vraiment pas longtemps qu'ils font ça puis que tout de suite ils pop là, tu sais, ça arrive une fois par quasiment 10 ans ça, des talents de même puis généralement même s'ils pop, il y avait déjà un background, il y a personne qui du jour au lendemain est capable. Tu sais, c'est comme un mécanicien automobile, personne du jour au lendemain ouvre un capot puis est capable de changer un alternateur là, tu sais. Il a essayé, il a étudié, tu sais, il se l'est fait montrer par quelqu'un, c'est impossible que de même soit magique en partant de nulle part. Ça existe, je crois pas à ça se peut pas, tu sais. Fait que... il y a des gens qui ont des prédispositions, mais... On a parlé un peu de ton début, ta vision du début, mais je vais aussi vous montrer une vidéo que j'ai trouvée justement de tes débuts. Il y a plein d'affaires qui traînent sur Internet dans moi, des fois. Non répertorié que j'ai réussi à trouver. Ça date de 2010, c'est ton best-of c'est ton numéro de tournée, si je me trompe pas. Alors, on va l'écouter. Lui, il a été élevé par des jeux vidéo. Dans sa tête, là, la vie, c'est comme un film de James Bond. Puis nous autres, là, on a bien essayé d'y ramener les pieds sur terre, mais à chaque fois, il est là, puis il nous répond... Ah oui, avec la musique des Incroyables. Ah oui, je me rappelle plus de ça. Wow. J'ai avec Charles Beauchamp, c'était vraiment le fun. Ça, c'est un montage vidéo que tu as fait? Oui, il y a José Lito Michaud dans le train. Toujours le train. Ouais, à gauche, c'est José Lito Michaud. Non, mais il était pas fait du tout, mais c'était de tout, c'est Simon Delille qui faisait le combat avec moi à ce moment-là. Pourquoi ce soir-là, Simon Delille ne pouvait pas. On a pris l'autre chose de la tournée qui était Charles Beauchamp. Ah, c'était vraiment ridicule.
C'est la voix de Simon. C'était le numéro d'ouverture. Chaque artiste avait un numéro d'ouverture badass. Puis, dans le fond, ouais, c'était mon numéro parce que j'étais un curé gangster qui faisait du rap. Ouais. Puis là, pendant ce temps-là, il fallait que je me change vite parce que j'étais pas habillé. Aujourd'hui, pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. C'est ça qu'aujourd'hui, pour tous les amis qui ont répondu au texto de Jésus. Yeah, donnez-moi un man comme soda. J'ai rien entendu! Un oh, man! Yeah! What's up? Alléluia! Mon Dieu, que c'est weird. J'avais complètement oublié ça. Bethlehem represent, bitches. Oh mon Dieu. C'est vraiment vieux. Tu sais, genre, je me souviens du numéro, mais je me souviens pas d'aucun gag. C'est vraiment weird. Ouais? Ah! Ah oui, c'est vrai. Mais la tournée des finissants de cette année-là, notre mise en scène était complètement folle. On avait des... Ben, je me souviens, c'était drôle parce qu'on avait jasé avec notre metteur en scène qui était Dominique Anctil. On avait jasé de mise en scène souvent pendant la session parce que, tu sais, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, l'École de l'humour, à ta dernière session, tu fais une tournée. Nous, on avait fait 45 shows dans une quarantaine de villes différentes. Vraiment une tournée à travers le Québec. Là, tu vas en Abitibi, tu vas à la Côte-Nord, tu vas en Gaspésie, tu vas vraiment partout au Québec, tu sais. Puis la tournée dure comme tout l'été. Puis c'est vraiment une super belle expérience. Puis... on jasait de mise en scène, puis un moment donné, moi, j'avais fait un numéro carrément un vendredi où je me faisais poursuivre en char. Fait que j'avais pris un projecteur multimédia, puis j'avais fait un montage vraiment juste avec des images photoshopées, puis je courais dans la projection du projecteur multimédia, puis il y avait des affaires, puis j'interagissais avec ça. Puis on avait vraiment beaucoup aimé ce concept-là, puis moi, j'avais dit que ce serait hot en esti que tous les numéros de présentation de chaque artiste, ce soit comme ça, tu sais. Puis là, avec le metteur en scène, on a développé l'idée des cases. Fait que c'était plein de cases blanches avec du tissu, du lycra blanc. Fait qu'on pouvait vraiment, on avait vraiment... Puis tu sais, moi, j'avais monté comme la moitié des présentations, puis il y a d'autres membres de mon année aussi qui étaient bons en montage. Fait qu'on avait vraiment comme fait tous les numéros. Chaque personne, c'était vraiment une chorégraphie. Il marchait, il courait, puis il y avait des images qui rentraient. Mais c'était dans le noir, puis dans le fond, l'éclairage blanc venait du projecteur multimédia. On avait mis comme des spots blancs. Fait qu'il fallait vraiment que tu te promènes dans ta lumière parce qu'on était dans le black total dans la salle pour qu'on ne voit pas les cases, pour que les images aient l'air d'apparaître de nulle part. Là, fait que c'était vraiment cool. Là. Tout le monde Adib avait un numéro avec les cités d'or au début, puis un coyote. Il rentrait sur je chante comme un coyote de Jerry Boulet avec les cités d'or. Il y avait Simon Delisle, c'était sa tête qui était comme un Pac-Man qui essayait de le manger. Tout le monde avait comme des affaires weird, c'était vraiment cool comme mise en scène. Là. Fait que tu pouvais pas juste faire ton numéro puis après ça, comme t'en aller dans la loge, là, parce que tout le monde était sur le gun. Les 11, on avait toutes des manipulations à faire dans les numéros de tout le monde. Là, qui doit être c'était vraiment précis. un travail d'équipe. C'était vraiment le fun. J'ai adoré ça. À un moment donné, t'es tanné la tournée aussi, là, t'as hâte que ça finisse parce que c'est pas des gens avec qui t'as choisi d'être 24/24. Fait que c'est pas tout le temps du monde qui t'a des affinités. Tu sais, c'est des amis, si ça va bien, c'est du monde de l'école, c'est ta gang, mais 24/24 en tournée avec des gens comme ça, des fois, jour 7, là, t'es tanné de l'attitude de certains. Puis toi-même, tu tapes ses nerfs de du monde aussi, là, tu sais. Fait que, Puis là, c'est ça, fait que tout le monde avait un numéro comme ça, parce que moi, je t'avais pas vu faire ça, mais en même temps, ça m'étonnait pas que tu fasses ça aussi. Ben, en fait, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, tout le monde avait un numéro d'ouverture dans ce genre-là. Tu sais, le mien était vraiment fucked up. Je pense parce que je voulais vraiment que ce soit intense puis qu'il y ait plein d'affaires. Ouais. Mais tu sais, en même temps, chaque numéro était dans l'univers de la personne, si tu veux, tu sais. Puis ben, cette mise en scène-là, en général, était très, très dans mon univers à moi aussi. Fait que c'était comme... J'avais vraiment le côté feu d'artifice, le côté pluridisciplinaire. Je trouve ça vraiment le fun c'est ça, de se promener dans une projection. Là. J'ai toujours été très concept dans mon humour, dans mes numéros. Surtout en début de carrière, parce que jamais j'aurais été game de dire que Jérémy Larouche sur scène avec un micro, ça va suffire. Ouais. Que c'est intéressant. J'étais incapable de penser à ça.
C'était comme, c'est sûr que faut que je fasse un personnage, il faut que j'ai un concept, il faut que... Parce que j'étais comme, je suis qui moi pour dire au monde, fermez vos gueules pendant 10 minutes, juste moi qui va vous parler, ça vaut la peine, tu sais. Ça m'a pris du temps avant d'être game de faire ça. Il y a beaucoup de... Dans ce que tu fais, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de... C'est quasiment zap. On est comme dans le zapping un petit peu, j'ai l'impression. Tu sais, tu passes d'une affaire, t'amènes une idée, ce que j'ai trouvé, là. Je trouve ça super intéressant. Ben, je suis très TDAH, fait que j'ai bien de la misère à rester. Ouais. Tu le fais super bien. mais ouais, non, c'est ça. Je regarde, parce que c'est ça, le clip, c'est vraiment, tu regardes des affaires, puis ça va vite, là. Tu sais, comme... Ouais. Mais tu sais, même plus tard, là, dans la vidéo, t'as le prêtre, puis même le prêtre, il y a plusieurs éléments qui apparaissent au fur et à mesure. T'as un autre coup, t'as l'habillement sonore, tu finis par faire comme... T'as la chorégraphie, tu finis par faire une poésie. Fait que même juste dans le 5 minutes de juste prêtre, tu fais quand même plusieurs affaires à l'intérieur. Fait que... Ouais. Puis est-ce que... en même temps... Oui, quoi, vas-y. Non, vas-y. Ah, mais non, mais c'est ça. Mais tu sais, comme mon autre numéro que j'avais fait à la 2e session Club Soda, il y avait Marla Deer, notre amie drag queen, qui était venue me maquiller. Fait que j'étais une princesse, mais j'étais vraiment une drag queen, là. C'était pas juste je suis déguisée en princesse, là. J'étais solide drag, puis j'étais une princesse du Moyen-Âge qui virait de brosse. J'avais 12 flûtes de champagne, puis j'ai bu les 12 pendant le numéro. Elle se torche parce qu'elle va se faire marier, puis elle n'a rien à crisser de se faire marier. Puis c'était comme un numéro où elle était fâchée contre son contexte socio-historique l'empêchait d'être heureuse. À un moment donné, elle dit ça. Elle dit « Mon contexte socio-historique m'empêche d'être heureuse. » Elle n'a rien à foutre d'être mariée pour une alliance territoriale puis pondre des bébés qui vont être ses héritiers puis qui vont être... Si c'est des fils, ils vont être plus importants qu'elle. Elle est en tabarnak, elle ne veut pas se marier. Puis là, elle nous confesse, tu sais, que ça fait un bout qu'elle s'avorte en cachette. Puis ça allait vraiment loin dans les trucs. Là, puis c'est vraiment juste une princesse en tabarnak de la condition des femmes du 14e siècle, mettons, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, genre, je me souviens que Louise Richer m'avait dit, ce serait le fun que tu fasses un numéro-là en tournée. Puis j'étais comme, j'ai pas envie d'avoir à me maquiller en drague à tous les soirs. Parce que je voyais ça comme énorme, tu sais, parce que je m'étais collé sur avec la colle à fossile. C'était la totale, tu sais. Puis j'étais pas capable de... Puis en même temps, c'est parce que j'avais pas envie non plus... Tu sais, tu fais ta tournée, puis tu dis tout le temps, t'espères que les scouts de Juste pour rire, parce qu'à l'époque, Comédia n'existait pas vraiment ou n'existait pas, je pense. Tu veux pas que les scouts de Juste pour rire fassent comme, ah, ben lui, il fait de la drag queen, tu sais, c'est niaiseux, mais tu veux pas à cette époque-là, j'avais comme pas envie de me faire étiqueter, ben c'est une drag queen qui fait de l'humour, parce que c'était pas ça, c'était un personnage, tu sais. Mais tant qu'à le faire, moi, j'y allais all-in, tu sais. Avec du recul, je suis comme, ah, j'aurais peut-être pu prendre ce numéro-là aussi, parce que je trouve effectivement qu'il y avait plus quelque chose à dire que le numéro de prêtre qui était drôle, mais c'était pas, tu sais, il y avait pas tant de jokes de pédophilie, c'était même pas ça, c'était plus le fait que la religion, c'est un culte qui enrôle du monde en perdition pour les utiliser. Tu sais, c'était le même message, mettons, que c'est comme des gangs de rue, dans le fond, dans le sens que ils vont aller prendre du monde qui ont rien à perdre pour leur faire plein de trucs au nom de l'Église, entre guillemets, tu sais. C'était un peu ça le sous-texte, mais c'était très en surface, mais c'était un peu ça, mais pas tant. Tandis que je trouve que le numéro de la princesse était comme un peu plus dans tes dents, un peu plus fun. Comme numéro, tu sais, avec une perspective plus féministe. Mais sauf que j'étais pas game de mettre le costume puis de me maquiller et me démaquiller tous les soirs. J'étais pas prête à ça, tu sais. Aujourd'hui, avec du recul, je suis comme, ah, j'aurais peut-être pu faire ça finalement, tu sais. Des fois, tu fais comme, ah, j'avais pas ce guts-là, mettons. Ouais. Où on a des a priori de ce que l'industrie est, qui change avec le temps, puis on a aussi beaucoup de freins. Tu sais, quand tu commences comme artiste à faire ça sérieusement, là, je parle, tu sais, là, vraiment plus que juste, ah, je m'essaye, puis tu sais, quand tu veux vraiment passer d'amateur à faire ça pour vrai, on dirait que tu retombes au secondaire. Tu as plein de jugements envers toi-même, t'es pas assez bon, t'es poche, tu y arriveras pas, les autres, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Il y a beaucoup de doutes, c'est hallucinant comment il y a des doutes, puis ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. À quel point on chie dans nos culottes
constamment quand on commence. Puis des fois, c'est drôle parce que tu reparles à du monde, tu dis, ah, tu sais, telle place, on s'était vu, est-ce que tu m'impressionnais? Puis là, parce que la personne était peut-être 2-3 ans en avance, entre guillemets, surtout dans le métier. Puis là, cette personne-là disait, oh my God, tu peux pas croire à quel point ce soir-là, toi, tu m'as fait tirer en culotte parce que j'étais comme, ah ouais, les nouveaux qui nous posent dans le cul. Puis moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Fait que des fois, c'est tellement juste une question de perception. Puis on est de très mauvais juges envers nous-mêmes souvent, tu sais. Mais pour ton numéro, justement, de la princesse, tu as dit que t'hésitais parce que t'avais peur ce que l'industrie allait penser de toi, mais t'avais aucune... ça te dérangeait pas ce que le public pouvait penser de ton numéro? C'était vraiment l'industrie qui te chicotait plus? Ouais. Ouais, parce que je veux dire, je sais que le numéro il est drôle. Tu sais, je veux dire, le monde va rire dans la salle. Ça m'inquiétait pas. Je veux dire, le numéro marchait bien, tu sais. Mané était vraiment... Puis c'était drôle, plus ça va, plus elle était chaude. Puis là, Mané était comme « Joue de la harpe, tabarnak! » Puis tu sais, il y avait comme des quotes vraiment le fun, tu sais... Donnez-moi du con, tu sais, je sais pas. Mais c'est comme. Je savais que le monde allait rire dans la salle, de toute façon. Je savais que, mettons, dans le fin fond de la Côte-Nord, même si j'étais en drag queen, je suis pas tant une drag queen que je suis une princesse du Moyen-Âge qui est fâchée contre la condition de la femme. Je me dis, personne n'aurait comme. Parce que, tu sais, mettons, t'arrives pis t'es une drag queen qui fait un numéro sur la drag queen, sur le fait que, tu sais, sur tout l'univers queer, je peux comprendre, mettons, que quand t'arrives en 2010 dans le fin fond de la Côte-Nord, c'est peut qu'il y a des gens qui sachent pas de quoi tu parles ou que ce soit vraiment, t'es vraiment une bébête de Montréal, un peu entre guillemets. Fait que, tu sais, il faudrait vraiment que tu travailles ton numéro pour être sûr que tout le monde, même si c'est pas quelque chose qu'ils voient régulièrement, soit capable de relate à ce que tu dis, tu sais. Parce qu'il y a des a priori urbains, entre guillemets, tout comme il y a des a priori de région. Tu sais. Ouais. Il y a bien des affaires qu'un Montréalais va faire hein, parce que tu n'as aucune idée, c'est pas ta réalité, ça, mettons, quelque chose qui est plus comme rural et vice-versa. Fait que. Mais le numéro, c'était vraiment un numéro sur le Moyen-Âge et la princesse et la condition de la femme, ce qui sont, selon moi, des thèmes assez universels. Fait que ça m'inquiétait pas, la réception du public par rapport à ça. Tu sais. Je savais que ça allait être drôle. C'était pas, ça n'a jamais été mon concern par rapport à ça. C'était vraiment juste, j'ai pas envie d'avoir à me maquiller, démaquiller tous les soirs. En plus, j'ai une petite peau fragile, moi, fait que j'aurais rushé ma vie là-dessus, tu sais. Fait que c'était vraiment plus ça. Surtout que j'avais pas... Je savais pas maquiller non plus, là. Fait qu'il aurait fallu... Puis c'était 2010, là, il n'y a pas de tutoriel YouTube de maquillage en 2010, là. C'est vrai, hein? 2010, Windows des Hoods, dans ces années-là, il a fait un numéro dans un gala juste pour rire, mais je l'ai trouvé de nulle part. Ben, c'est clair que ce gars-là veut pas que ça sorte nulle part. Son numéro complet, c'est quoi ce style YouTube? Tu sais, tu vas mettre ton vidéo de « Regarde, j'ai filmé mon chalet. » Qui va regarder ça? C'est pas intéressant. Puis tout le long, son numéro, c'est juste « Ça sert à rien, cette affaire-là. » L'histoire, il n'a pas donné raison, là. Non, c'est ça. On n'est pas là. On n'avait pas de cellulaire, tout le monde, en 2010. Là. Non. Ça fait 10 ans quand même. Ça a l'air niaiseux, mais c'est loin, 10 ans. Ah oui, il y a vraiment un boom à ce niveau-là là, qui s'est fait. Oui, exact. Tu sais, je veux dire, je pense même pas... on a eu Facebook existait, mais c'était pas Facebook d'aujourd'hui. Tu sais, on s'écrivait par email ou par MSN en 2010. Par MSN. Ouais. MSN. C'est ça. Où on avait comme un forum. Tu pouvais te créer un forum chat privé là, pour ton groupe de monde, mais tu sais, t'avais pas de... C'est ça. C'est vraiment une autre époque, entre guillemets. Le monde n'avait pas tant que ça des caméras sur le téléphone. Tu sais, là. S'il y en avait, c'était pas tant la qualité, fait que... Ouais, ça commence... Ouais, on vieillit. Mais tantôt, tu parlais que quand tu commençais, tu avais comme cette impression-là que tu te sentais, voyons, voir que, tu sais, dans le fond, je suis qui, moi, pour qu'il me donne un 10 minutes ou qu'il me donne tout ce temps-là. Est-ce que tu as encore ça? Est-ce que ça l'a changé un peu, ce feeling-là, ou c'est encore là? Moi, je fais partie des personnes qui ont le syndrome d'imposteur, ça n'en ira jamais. OK. Faut t'apprendre à vivre avec. J'ai décidé que c'est ça. Ça serait mon... Puis c'est un de mes trucs qui me trigger beaucoup d'anxiété, c'est le fait de ne pas appartenir à un clan ou le fait de pas fitter ou d'être un outsider. C'est généralement ce qui me fait faire un peu d'anxiété dans des soirées, mettons, mettons aux Oliviers, tu sais. Je suis dans l'industrie, je suis avec plein de monde que je connais, mais tu le sens qu'ils sont comme genre « Hey, allô, mais je vais aller parler à l'autre personne plus connue à côté de toi. » C'est pas tant personnel, c'est pas que le monde joue pas tant de games, c'est que c'est une soirée PR, entre guillemets, fait que tout le monde, I guess, fait du PR. Fait que ces soirées-là, avant, j'avais beaucoup de difficultés, surtout avec mon déficit d'attention, parce que
tu commences une conversation avec quelqu'un d'autre arrive, fait que tu recommences. Tu n'es jamais capable de closer aucune conversation, puis tu te ramasses à tout le temps répondre à « puis quoi de neuf ?» juste comme hors name dropper les projets sur lesquels tu travailles sans arrêt. Fait que j'ai toujours eu vraiment de la misère avec ça. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais m'asseoir dans un coin. J'étais comme, il y a du monde qui vont venir s'asseoir avec moi s'ils veulent jaser avec moi, mais moi, je bouge pas de toute la soirée, puis je fais juste comme aller me chercher les drinks, puis je me rassois toujours à la même place, tu sais, parce que j'haïs ça, avoir à me promener, puis avoir un semblant de conversation avec tout le monde. Parce que mon cerveau a de la misère à gérer ça, mais maintenant que je suis sur le Ritalin, tu vois, ça fait pas longtemps que je prends la médication, ça a changé tout par rapport à ça, parce que pendant la soirée, je suis vraiment capable de gérer ce type de situation-là. Puis d'un autre côté aussi, je commence à connaître assez de monde dans l'industrie pour jamais me ramasser à juste être tout seul puis faire « Bon, ben là, j'ai l'air weird debout dans le milieu à parler à personne, fait que je vais faire semblant que je regarde ce qui se passe sur mon téléphone. » Aller aux toilettes. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais, fait que... C'est moins pire, mais c'est encore tout le temps là, un peu, cette espèce de sentiment étrange-là. Puis là, aux Oliviers, ça me le fait moins. Mettons, dans tout ce qui a rapport à l'humour, mais tu sais, comme là, j'étais en nomination aux Gémeaux l'année passée, puis là, les Gémeaux, j'ai jamais été dans cette crowd-là. C'est la première fois que j'étais aux Gémeaux. Fait que là, je suis comme, c'est d'autres mondes que je connais pas. C'est une autre industrie, tu sais, c'est la télé. Ça fait recommence. Ouais, ça recommence. Puis tu sais, le monde que je connais, tu sais, c'est beaucoup moins de monde, tu sais. Fait que, puis là, t'as tout le temps des surprises ces soirées-là, tu sais. Marc-André Coallier qui me saute dessus, puis qui est comme genre « Salut, ça va? » Puis je suis comme « Tabarnak! » Tu sais, j'avais mon T-shirt des 100 watts avec un veston. Fait que là, lui, il capote parce que j'ai un T-shirt des 100 watts. Puis là, on jase, puis on a du gros fun. Puis je suis comme « Wow, j'étais en train de chiller avec Marc-André Coallier. » Tu sais, le nouveau Passe-Montagne, le comédien vient me voir, puis fait comme « Hey, salut Jérémy! » Puis là, je suis comme « Oh my God! » Tu sais, c'est Passe-Montagne. Puis là « Ah, j'aime pas ton podcast! » Puis on commence à jaser. Je suis comme « OK, cool! J'ai d'affaires ici, Chris, je suis nominé, tu sais. Mais ton cerveau est comme, t'as pas d'affaires ici de votant, tu sais. T'es comme, non, je suis fucking là, tu sais. C'est dur, faut que tu te parles. Puis je me rends compte, tu sais, moi, j'aime beaucoup écouter des podcasts d'artistes qui viennent jaser parce que je me rends compte que, tu sais, Brad Pitt a le même struggle que moi quand il va au Met Gala, tu sais. Fait que je suis comme, ah, OK, je suis normal, ça fait du bien d'entendre ça, tu sais, c'est ce que j'aime des podcasts, c'est que c'est pas... On n'est pas à bonsoir. Parce que tout est comme... Je m'en viens montrer le meilleur de moi, puis je m'en viens plugger mes affaires, puis je m'en vais, tu sais, c'est comme... Non, on jase, puis je me mouche pendant qu'on jase, tu sais, genre... C'est comme une... Je vois la personne, tu le sens, tu sais. Encore là, il y a du drag autour de ça, c'est ce que la personne a bien voulu te montrer, mais j'aime le côté raw, le côté sans filtre que le podcast amène dans des longues discussions comme ça. Tu sais, moi, je suis un gros fan de WTF avec Marc Maron. Tu sais, j'en manque pas un épisode. Là, fait que y a cette sincérité-là qui sort des artistes que ce gars-là est capable de faire comme intervieweur. Fait que... mais non, effectivement, c'est long en esti avec que tu sois game de dire « Moi, je suis un artiste dans la vie. » Puis on dirait que t'es comme OK, mais à partir de quand je suis un artiste? Tu sais, à partir du moment où c'est juste ça ma job? C'est à partir du moment où... Tu sais, c'est jamais clair. Il y a pas de diplôme. Oui, tu as un diplôme, mais non, tu sais, dans le sens que c'est comme c'est qui... Fait à un moment donné, c'est toi qui décides que là, à partir de maintenant, je vais le dire. Je pense qu'il faut se confronter énormément quand on est un artiste. Tu sais, je sais pas pour vous autres, dans le slam, mettons, tu sais, comment ça marche. Quand les gens vous demandent « Faites quoi? » Tu peux dire « Je suis un slammer. » Tu sais, je me dis... On dirait que... Mais en même temps, c'est pas pareil. Je sais pas votre métier, mais on dirait que tu peux dire « Je suis un slammer », puis moi, je fais « OK, I guess que c'est normal, je te connais pas, parce que les slammers, on les connaît pas. » C'est comme si tu me disais « Je suis un danseur de ballet. » Je fais « OK, c'est normal, je te connais pas. » Mais quand t'es humoriste, c'est tellement quelque chose qui est populaire, c'est tellement quelque chose qui est connu puis qui est partout, que si tu dis que t'es humoriste et les gens te connaissent pas, c'est pas vrai que t'es un humoriste pour vrai, genre, tu sais. Dans le sens que, tu sais, c'est quelque chose qui... On dirait que ça prend le saut d'approbation de notoriété. Des pairs, genre, un peu? Des pairs puis des publics aussi? Des pairs puis du public, je pense que oui. Fait que c'est long, tu sais. Et moi, un des premiers défis que je me suis donné en sortant de l'école de l'humour, je pense que ça m'a pris comme 4 ans. Je regardais... Dans le temps, il y avait le Saint-Cyboire sur Saint-Denis, qui était comme la soirée d'humour la plus fucked up au monde. Puis je regardais Ben Lefebvre animer là-bas, ou je regardais Corinne Côté ou Étienne Dano animer là-bas. Puis moi, ce qui me fascinait de Ben Lefebvre, c'est le confort que ce gars-là dégageait. Il était dans son salon. Il faisait du stand-up, puis ça avait l'air facile. Il jasait avec le monde, il faisait du crowd work, le tabarnak. J'étais comme, oh my God, il ose parler avec le monde, puis on ne sait pas ce qui va se passer. Puis ce qui me fascinait avec Ben Lefebvre, c'est qu'il s'accotait sur son pied de micro. Il avait son mic dans les mains, puis l'autre bras, il s'accotait sur le pied de micro.
Guillaume Wagner aussi faisait ça. Puis des fois, il gossait avec le pied de micro, il le tenait, il le penchait, il s'accotait dessus. Pas de façon... pas comme un tic ou un parasite de quelque chose qu'il faut qu'il compense. Parce qu'il est stressé, gêné, ouais. Une nonchalance de m'a gossé avec le truc en te parlant, parce que je cherche un peu ce que je veux dire, puis je m'en fous. Ça, je me suis dit, un jour, je vais être game de m'accoter sur le pied de micro. Parce qu'en sortant de l'école de l'humour, je me suis bien rendu compte que des personnages de curés avec des chorégraphes dans un bar, ça marche pas. Ça fait dur à transposer un peu. Premièrement, il n'y a jamais comme 6 amis qui sont down d'être dispo pour venir danser pour 25 places que tu sépares en 6. Deuxièmement, il n'y a pas la place. Troisièmement, le DJ, souvent, c'est de la merde, fait qu'il n'est jamais sur le cue pour mettre ta toune. Puis, au final, le monde dans les bars, tu sais, je te parle de ça, mettons, en 2010-2011, des personnages, j'étais comme plus à la mode, tu sais, là. Fait que c'est revenu tranquillement les personnages, mais d'un autre type de personnage. Tu sais, un Charles Beauchesne, un Yannick Demartino, une Rosalie Vaillancourt, c'est des gens très typés. Mais c'est pas tant un personnage. François Bellefeuille, c'est un personnage, mais c'est pas un personnage. Il y a comme Louis T. Tu sais, moi, je me souviens de Louis T en t-shirt qui fait des liners de « C'est-tu moi où? » Puis du jour au lendemain, Louis T est arrivé en soude, puis on le niaisait. T'es comme « Louis, qu'est-ce qui se passe? T'en viens-tu d'un mariage? » T'es comme « Non, j'essaye ça, moi. Je pense que les gens veulent des liners d'actualité politique en soude. » Il a vraiment dit ça, on trouvait ça drôle. Puis Chris, ça a marché. Le personnage de Louis T, je l'ai vu naître. J'ai vu François Bellefeuille faire des « C'est-tu moi ou nanana? » Puis graduellement, devenir un espèce de scientifique fou qui gueule. Là, il était comme, je sais pas ce qui se passe, mais ça marche. Fait que je vais essayer de raffiner cette patente-là, ce personnage-là, jusqu'au numéro En route où il arrivait en criant, genre, j'étais en dépression, j'ai acheté un faucon. Ouais, le numéro du faucon. Là. Ouais. Fait que j'ai vu la transition de François vers ça, tu sais. Fait que il y a comme un... Puis toi, mettons, ta transition, parce que là, mettons, à l'école de l'humour, il y a des props pis tout ça. Puis mettons, si je me fie à l'animation que tu as faite à Trait d'humour, où là, tu parles vraiment au public, tu es même méta, tu décortiques des jokes, la façon de faire rire. Mais il y a des props aussi, j'ai une poupée nazie. Ouais, mais c'est un gag sur tout le... Ouais. Fait que tu as eu une évolution de te permettre à pouvoir dire puis parler au public directement. C'est quand est-ce que tu as senti que... Ou quel numéro a fait que, OK, non, je suis capable, OK, go, je vais en travailler plus là-dessus? J'ai commencé à faire des numéros conceptuels où il n'y avait pas de personnage. Fait que j'avais un numéro où je commentais la guerre en Irak. Fait que il y avait une trame sonore où tu entendais des coups de feu. Puis j'étais vraiment comme un commentateur qui... Là, on est sous George Bush fils, pendant la guerre en Irak. Puis j'étais un commentateur qui commentait avec des commanditaires vraiment niaiseux puis des jeux de mots, la guerre, parce que à tous les jours, on avait des envoyés spéciaux qui étaient live là-bas puis qui filmaient les conflits. C'était tellement graphique que là, je m'étais dit, à un moment donné, le capitalisme occidental va commanditer les soldats. Ils vont porter des marques sur leurs uniformes pour les voir. Il va y avoir le Kill of the Week. Puis c'est vraiment comme les gentils contre les méchants. C'est le classique de match de hockey contre les méchants russes. Fait que tout le long, je commanditais. Puis j'étais comme « Oh! Et ça doit faire mal à telle place. » Puis tout le monde avait des noms vraiment absurdes. Puis après ça, c'était comme la semaine prochaine, n'oubliez pas, demain matin, à Énergie, on a les 3 otages de la semaine. Vous pouvez tout de suite voter en ligne pour savoir lequel va être exécuté, machin. C'était vraiment super glauque comme humour. Puis c'était comme... Mais c'était moi, qui parlais dans le micro, mais sur une trame sonore. Fait qu'il fallait que je sois crissement synchronisé sur ma trame sonore. T'sais. Puis c'était moi, mais je portais une chemise avec une cravate, puis l'espèce de petit veston pas de manche là, que tout le monde portait là, début 2000. Fait que j'étais un peu... C'était comme une transition relaxe. Puis je te dirais que c'est plus en 2014, vraiment, quand j'ai fait mon premier 60 minutes à ZooFest, que là, j'étais plus rendu à l'aise de juste être moi. T'sais, ça m'a pris 4 ans à partir d'un numéro concept à moi qui fais des numéros concept avec des trames sonores, à moi qui fais juste compter des jokes dans un micro, puis qui est game de s'accoter sur un pied de micro. Fait que tu l'as vécu, c'était à côté sur le pied de micro. C'était comment? Comment tu l'as senti? Première fois que tu as mis ton coude? Au début, mais ça a l'air niaiseux, je vous jure, c'est con, mais je comprends. Je comprends vraiment le cœur, il palpite. Ouf, ça y va. C'était fucked up. Puis moi, je regardais Corinne Côté, je regardais Olivier Martineau, puis je regardais Mathieu C faire des shows. Puis c'est vraiment les 3 personnes que j'ai appris en les regardant. T'sais, Corinne, c'est
elle va faire 1 million de jokes sur le même sujet, un peu comme Seinfeld, jusqu'à temps que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la coriandre. Puis là, je vais passer à un autre sujet. Puis c'était les opinions différentes, le monde qui aime ça, le monde qui aime pas ça, moi, comment je pense ça. Tu sais, toutes les avenues possibles, comment est-ce qu'elle décortique un thème qui me fascinait. Mathieu Cyr, c'est la magie de ce gars-là, à quel point tout le monde l'aime, à quel point c'est pas Mathieu puis le public, ça devient une affaire, ces deux-là ensemble. Ça devient une espèce de bébête vivante. Puis il est tellement synchronisé avec tout ce qu'il y a quelqu'un qui renifle, puis ça influence ses shit. Il est tellement en osmose avec les gens. Puis lui, il me trouvait bon au début, fait qu'il m'a fait chroniquer sur toutes ces soirées du monde. Puis il y en avait une à Joliette, il y en avait une à Trois-Rivières, il y en avait une à Saint-Constant. Fait que à toutes les semaines, j'étais en show avec Mathieu. Je faisais le retour dans le track, puis à toutes les semaines, j'avais 3 places où j'y allais, fait que je faisais le même numéro à 3 places différentes. Fait que je le cassais à la place où c'était plus facile, puis le public était comme en feu. Puis après ça, la 3e fois que je le faisais, c'était la place où c'était plus tough. Mais j'avais eu déjà 2 essais avant. Fait que là, après ça, j'avais un autre numéro. Fait que j'avais comme un cycle. Fait que je pouvais sortir un 5-10 minutes par mois, à peu près, grâce à Mathieu, tu sais. Puis Olivier Martineau aussi animait beaucoup de soirées. Il y en avait une à Victo, il y en avait une couple de places. Fait que lui aussi, il m'aimait bien. Fait qu'il me faisait faire la chronique. Il me payait 75$ pour faire le retour dans le track. Fait que même affaire avec Olivier, tu sais, je le regardais aller. Puis Olivier Martineau, c'était le côté déjanté, ses chapeaux de roue, l'énergie, l'absurde, à quel point ce gars-là, il a comme aucun hostie de filtre qui me fascinait. Fait que c'est vraiment ces 3 personnes-là qui ont comme façonné c'est qui Jérémy sur scène, parce que ces 3 personnes-là sont eux sur scène. Moi, je suis vraiment curieux, tu sais, par rapport à ça, tu sais, pour toi, en fait, est où, selon toi, la ligne entre, tu sais, être comme un personnage, une persona, être soit sur scène, puis vraiment le personnage, tu sais. Pour toi, ça serait quoi? Curieux de savoir. On est une exagération de soi-même. On est une caricature un peu sur scène. Ouais. Moi, je comparerais vraiment ça avec un caricaturiste du Vieux-Port, dans le sens que, tu sais, il va exagérer des traits, puis tu vas tout de suite reconnaître la personne, tu sais, comme quand on fait une imitation. Je pense que ton personnage est clair quand les gens sont capables de t'imiter. Moi, en 2013, je me suis rendu compte de ça. En 2013, j'étais à ZooFest, puis il y avait un show qui s'appelait... Ah mon Dieu, je ne me rappelle plus. Mais on avait pigé des noms, puis chaque humoriste du show faisait un numéro comme s'il était quelqu'un d'autre. Comme un autre humoriste, dans le fond? Ouais, c'est ça. Okay. Fait que, Mélanie Couture me faisait moi. Fait que Mélanie Couture, tout le long, elle m'a fait de long en large, énervée, puis elle arrêtait pas de se passer la main dans les cheveux. Puis elle avait des bonhommes, des figurines, puis elle les faisait fourrer, puis ouais donc. Fait que là, moi, j'étais comme puis je riais tellement, mais en même temps, j'étais comme tabarnak! Genre, le monde dans le public rit, ils savent ce qui se passe. Je suis comme, OK, ça, c'est moi, ça. Il y a quelque chose de très eye-opening quand les gens t'imitent. Puis, je me rends compte que tout ce qu'elle imitait, c'est ce que les gens me reprochaient. J'avais fait en route devant mon premier gala juste pour rire en 2014 avec un numéro avec des bonhommes, tu sais. Puis, je m'étais fait dire, ça passera jamais à la TV, ça, des props. Tu sais, c'est pas bon. Puis, je ris beaucoup sur scène, je suis super expressif. Tu sais, mes textes sont pas tant les plus drôles quand tu les lis, mais je te garantis que donne-moi le mic puis donne-moi un public, ça va marcher, tu sais. Puis moi, je me faisais reprocher que, tu sais, si c'était pas mon charisme, mes textes n'étaient pas tant bons. Puis après ça, tu te passes tout le temps la main dans les cheveux. Puis je me suis rendu compte, tu sais, ce que les gens te reprochent, ben, c'est Jean Cocteau qui disait ce que les gens te reprochent, bâti là-dessus parce que c'est toi, genre, tu sais. C'est ce que t'es, c'est ton essence même. Fait que, au lieu de voir ça comme des tics ou comme j'ai comme décidé d'amplifier ces affaires-là, tu sais. Fait que moi, sur scène, c'est juste, mettons, devenu moi fois 10, exemple, tu sais. On n'est jamais tout à fait... C'est tout à fait normal, dans le sens qu'on n'est jamais totalement 100% nous-mêmes, dans le sens qu'on a un persona de soirée, on a un persona quand on va voir nos beaux-parents, on a un persona... Tu sais, toute cette affaire-là, tu sais, là, en ce moment, je suis comme hop la vie avec vous autres, mais tu sais, dans ma vie personnelle, en ce moment, c'est tough, là, le confinement, tu sais, ma femme fait énormément d'anxiété, moi aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas un moment facile pour moi dans la vie ces jours-ci, tu sais, on est le 23 juin 2020, c'est dur, là, je trouve ça terriblement difficile. Fait que, tu sais, là, j'ai comme fait show must go on, esti, on a du fun avec les gars de Langue à Langue. Puis, tu sais, fait qu'il y a comme une espèce de monnaie, faut que tu switches à
turn la switch on. Être en mode entertainer, tu sais. Ouais. Mais c'est dur de trouver ce personnage-là, puis c'est beaucoup d'essais-erreurs, puis Puis moi, c'est justement, il y a, dans ce personnage-là où il y a l'énergie que tu as, est-ce que tu as appris à canaliser, à l'utiliser à des bons moments, ou tu fais juste embrace, puis tu y vas à fond, puis il n'y a pas de dosage avec le temps? Ben, quand je connais pas mon stock, quand c'est du nouveau matériel, moi, souvent, je vais aller avec des mots-clés, j'ai une idée où je vais pas tout le temps avoir vraiment écrit les blagues. Des fois, j'ai des idées où à peu près, je vais le dire une couple de fois, puis je vais me faire un pacing, puis je vais avoir écrit, mettons, des mots-clés dessus de jokes, puis là, j'embarque sur scène, puis je l'improvise, tu sais, puis on verra ce que ça donne. Puis je m'enregistre, puis souvent, il y a des jokes qui apparaissent live, puis qui n'auraient pas apparu si j'avais été tout seul devant mon ordi. Mon processus créateur est très éclaté. C'est à la fois de l'écriture, à la fois de la réflexion, à la fois de l'impro. Tu sais, j'ai fait des soirées de stand-up improvisé plusieurs fois. Là, c'est 1h30 de moi qui prends un micro devant un public. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je fais 1h30 de show. Il n'y a rien d'écrit. On part, puis on verra ce que ça donne. Puis un moment donné, tabarnak, il y a la même cadence de gag que si j'étais dans un show que j'avais écrit. Là. Un moment donné, ça vient, puis ça marche. Le public aussi est très permissif parce qu'ils sentent le sans-filet. Fait il y a aussi des jokes là-dedans que tu fais « Ouais, mais là, ça a marché sur le spot, mais ça ne remarchera jamais. » Mais au final, tu sais, j'ai sorti des numéros de ces shows-là là, que j'ai utilisés. Tu sais, ma captation d'un rire à l'autre à Moncton, tout le numéro complet a été construit en rodage, en improvisant avec le public de même. J'ai rien écrit devant mon ordi, tu sais. Attends un peu. Ah non, j'ai trouvé ce numéro-là aussi, qui date de 2015. Parce que là, je pensais que tu avais dit Edmonton et non, tu as dit Moncton. Ah oui, ben, à Edmonton, ça, c'était un numéro que j'avais fait là-bas, ouais. Mais moi, je te parle à Moncton, mais je l'ai enregistré, genre, on vient juste de le faire, là. Je l'ai fait en janvier. Fait que je pense qu'il a joué à Uni, il y a 2 semaines, je pense. Mais tout le stock que j'ai fait dans ce show-là, ben, c'est toutes des affaires que j'ai trouvées en improvisant avec le public. Fait que c'est une autre façon, c'est un autre processus créateur. Mais j'aurais jamais été game. Tu vois-tu comment je suis passé de ça me prend un concept puis des cossins à donne-moi un micro, ça va bien aller. Ça y est, ouais. Mais ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là, puis à un moment donné, ça fait 20 quelques années je fais de l'impro aussi, puis je suis rendu que plus je suis en danger, plus je suis confortable. Même juste faire de l'impro dans une ligue d'impro, je trouve putain mon fun là, parce que c'est trop balisé. Ouais, ben, à un moment donné, ça devient un petit peu... Tu sais, je pense que c'est le fun quand... Tu sais, moi, je sais que quand je commençais, on dirait que mes peurs, tu sais, sont devenus les risques que j'aurais pas voulu prendre, c'est rendu quasiment des désirs, tu sais. Oui! J'ai quasiment envie que le public... mettons, tu sais, des fois, je fais un texte puis que le public me surprenne avec... Ou, mettons, à la limite que je me foque un peu dans ce que je fais, juste pour... voir comment je vais me reprendre ou comment je vais retrouver mon chemin, tu sais. Au début, j'angoissais. Hein? Au début, t'angoissais? Ben, je pouvais angoisser mettons, parce que moi, ça a pris... Souvent, j'ai mes feuilles, même quand je sais quasiment mon texte par cœur, mais en tout cas, ça, c'est toute une autre affaire. Puis, je les aime bien. Mais ça a été long avant que j'accepte d'apprendre des textes par cœur. Puis j'ai encore le stress d'oublier des mots. Mais je sais que si je les oublie, je vais trouver un moyen, comme à un moment donné, en 2018, j'avais fait la Coupe du Monde à Paris de slam, puis j'avais fait un texte, puis je me fuck dans mon texte. J'étais le premier soir de la semaine, je me fuck dans mon texte, puis je dis un bout beaucoup trop tôt, puis finalement, je fais comment je vais rattraper ça. Fait que j'arrête. Puis finalement, je l'ai transformé en refrain, puis j'ai fait... C'est quand même le fun d'un refrain, finalement, ce texte-là. Un espèce de voix qui... Là, je serais vraiment cool. Tu sais, en même temps, c'est stressant quand ça arrive, mais on dirait qu'avec l'expérience, j'ai quasiment envie que ça arrive parce que ça me permet de trouver des solutions sur scène que j'aurais pas trouvé tout seul, moi, dans mon... C'est ça. C'est comme quand tu vas prendre une marche. Tu sais, je pense que les gens ont pris crissement beaucoup de marches là, pendant le confinement. Là. À un moment donné, t'es tanné de marcher sur les mêmes rues. Ouais. À un moment donné, t'es tanné de marcher sur les mêmes rues. Fait que tu fais « Hey, je suis jamais passé par là. » Ouais. Là, tu sais, tu te mets à modifier ton parcours parce qu'il y a de quoi de stimulant de allons voir qu'est-ce qu'il y a là. Fait que tu sais, faire un numéro,
un moment donné, c'est fatigant de toujours faire. Tu sais que tes rires vont être à ces places-là. Puis des fois, il y a un soir, il arrive de quoi? Ou est-ce qu'il y a un public qui rit, ou il y a un téléphone qui sonne, ou il y a quelque chose, il y a comme un moment où X, Y, Z, quelque chose se passe. Et là, ça devient unique, ce moment-là. Il se passe vraiment quelque chose que tu n'as jamais vécu ailleurs. Le spectateur, lui, voit l'affaire, la patente pour la première fois, mais toi, comme performeur, à un moment donné, tu deviens un peu endormi parce que tu sais trop où tu t'en vas. Puis il y a moins la vulnérabilité puis le danger qui rend ça encore plus magique, tu sais. Fait que quand il y a ces petits moments-là, on dirait que là, tu fais « Oh my God, c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite parce qu'il y a eu de quoi. » Puis ça peut tout le temps être la meilleure chose que tu as jamais faite si tu t'arranges toujours pour qu'il y ait quelque chose qui se passe aussi, tu sais. Moi, c'est Christian Vanas qui m'avait dit, parce que pendant la tournée, moi, j'étais tanné de mon numéro de Preacher, tu sais, j'étais comme « Hey, j'ai l'impression d'être le pilote automatique quand je le fais, là, parce que je suis tanné, je suis coincé dedans. » Puis il m'avait dit « À chaque fois que tu le fais, place une nouvelle joke quelque part dedans. » Que tu sais pas si ça marche ou pas. Fait que tu vois, tu le gonnes, tu vas capoter, tu vas avoir fucking peur jusqu'à temps que tu te rendes, fait que tu vas être vivant. Quand tu vas faire ta joke, si jamais c'est magistral puis c'est bon, ça va te donner comme la tape dans le dos de validation, tu vas être sur un high jusqu'à la fin de ton numéro. Si jamais ça te plante, ta joke marche pas, là, tu vas avoir l'instinct de survie sur le gun, il faut que j'y regagne, fait que tu vas te donner, fait que c'est win-win que ça marche ou que ça marche pas. Fait que mets tout le temps quelque chose dedans ton numéro que tu n'as jamais fait pour rester vivant. Puis j'étais comme, wow, c'est un des meilleurs conseils qu'on m'a jamais donné, tu sais. Venant de Christian Vanas, puis je suis comme, c'est vrai. Puis surtout pour un gars d'impro, ça veut tout dire, ça, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que ça rajoute. Ouais. Puis je me rends compte aussi, tu sais, comme plus je progresse, plus j'avance, plus je reviens à ce que je faisais naïvement quand j'avais aucun savoir. Ouais, c'est ça. Là, t'as la confiance de les faire, mais de façon délibérée, là. La première chose que j'ai faite quand je suis rentré à l'école de l'humour, le premier jour, tout le monde est dans la grande salle, puis il faut tous avoir préparé un numéro pour se présenter. Puis moi, j'avais résumé ma vie au complet de ma naissance jusqu'à mon entrée à l'école de l'humour en 1 minute avec des marionnettes sur une trame musicale. Puis le monde avait capoté, puis j'étais comme « Ouais, je vais être le gars concept, tu sais. » Puis là, je me suis battu pour être juste moi sur scène, pour m'épurer le plus possible. Puis un coup que je me suis rendu là, après ça, j'ai décidé d'embarquer dans encore plus de numéros que des bonhommes, faire la saga des étoiles où je résume toutes les Star Wars avec des bonhommes en carton. Là, je suis en train d'écrire Harry Potter, puis je m'arrange pour que dans chaque numéro que je fais, il y a des props ou quelque chose. Fait que plus j'ai acquis d'expérience, plus j'ai comme voulu m'améliorer, plus je me ramasse à refaire exactement ce que je faisais en n'ayant aucune écho. T'as ça, mais vraiment, ça parce que ce que tu faisais, c'était tellement toi, spontanément, naïvement. Puis là, à mesure que tu apprends, mais là, tu te mets à placer des choses dans ton travail, à faire les choses comme quelqu'un d'autre ou comme il faut, mettons, au lieu de faire des choses comme toi, tu sais. Puis là, graduellement, tu viens qu'à maîtriser comme l'art, entre guillemets, de faire cette chose-là. Puis là, le coup que tu maîtrises, on dirait que tu es comme OK, maintenant, ici, je revenais à moi, tu sais. Ouais, exact. C'est vraiment absurde, là. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui se passe. C'est vraiment bien. Tu l'as vraiment bien résumé. C'est ça. Weird. C'est comme si mais en même temps, c'est normal. On apprend par mimétisme aussi. Tu sais, je veux dire, tu sais, mettons, moi, je vais dans une soirée, je vois quelqu'un qui arrive avec une approche ou une technique, quelque chose que j'ai pas, ou je fais, on peut approcher, par exemple, le slam ou l'écriture comme ça, ou juste la perf comme ça. C'est pas que j'ai envie de l'essayer si ça me parle. Puis on dirait qu'à la fin, il y a comme une synthèse qui se fait, puis c'est vrai, ça. Ouais. Puis souvent, tu vas te faire dire, tu sais, tu fais du... Tu sais, on ressemble toujours aux artistes qu'on aime quand on commence. Tu sais. Souvent, on va sentir trop l'influence, tu sais, puis c'est comme, c'est pas ta voix, ça, tu sais, puis c'est fatigant, tu sais, au début, mais on dirait qu'après ça, tu fais, ben oui, je comprends ce qu'il voulait dire, tu sais. Tu viens piquer un peu à tout le monde pour comme blender ton affaire puis ajouter à ce que t'es déjà, tu sais. C'est long avant que le polissage se fasse, là, tu sais, puis que vraiment, ça devienne toi. Fait que toi, les marionnettes puis les props, t'intégrais ça dès le début, là, comme tu as dit, c'est au début de l'école. Fait que, puis comment, c'est quoi que t'aimes le rapport des marionnettes avec le public? Qu'est-ce qui fait que tu joues avec cet élément-là? Parce que, à la base, ça t'identifie, parce que t'es pas mal le seul qui utilise à ce point-là les marionnettes. Des props, on en voit, mais toi, tu fais vraiment un bid complet, une histoire, voire une heure. Je raconte des histoires avec des objets, C'est pas juste des gags d'objets, nécessairement. Mais qu'est-ce que t'aimes par le rapport que le public... Tu dois avoir une réponse qui doit être différente que quand t'es juste en stand-up micro? Les gens viennent me dire « Asti que t'es con ».
C'est le plus beau compliment qu'on peut pas me faire après un show. C'est quelqu'un qui rit, qui vient voir, t'es con. Ça, là, j'ai bien fait ma job. J'ai bien fait ma job. C'est vraiment comme... Il y a quelque chose de naïf. Tu peux passer tellement de sujets lourds avec un objet parce que c'est par procuration, c'est pas toi. La marionnette permet ça. Puis, il y a quelque chose de vraiment cute dans... Cute, c'est peut-être pas le bon mot, mais on dirait que tu regardes des enfants jouer. Il y a quelque chose de libérateur de... Asti, il s'amuse avec ses props. C'est vraiment comme je regarde quelqu'un jouer. Il y a quelque chose de super rafraîchissant dans ça. Je dis ça, c'est des commentaires que les gens m'ont fait souvent. C'est comme, j'avais l'impression de... Tu sais, mettons le show de Star Wars, j'avais l'impression de me revoir à 10 ans quand je jouais à Star Wars avec mes bonhommes. C'est ça que j'ai regardé pendant 1h30, tu sais. Il y a quelque chose de le fun dans ça. Puis ça passe vite, il y a du wow. En plus d'avoir du haha, tu sais, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Il y a autant regarder le texte, il y a le rythme, il y a la manipulation, mais aussi le manipulateur à regarder comment tu vois l'artiste bouger, tirer des choses, sortir des patentes, transpirer, échapper de quoi, leur prendre. Au-delà de juste l'œuvre, que tu regardes juste les popettes, il y a tout autour qui est aussi super. Fait qu'il y a plein d'affaires à regarder en même temps. Puis ça, moi, en tant que TDAH, je pense que c'est quelque chose que j'aime quand il y a plein d'affaires. Puis t'es comme, oh my God, j'ai pas l'impression que mes yeux ont tout vu. Tu sais, fait que... Mais t'as pas peur de perdre le focus à un moment donné? Non. Tu trouves une façon, quand tu veux que ça focus, tu t'arranges pour que dans ta mise en scène, le public, focus à cet endroit-là, puis là, ça redevient éparpillé, puis ça revient. Avec le temps, oui. C'est sûr qu'au début, tu fais « Oh, ouais, ce bout-là marche moins, pourquoi? » Puis là, tu te poses la question, puis tu fais « Ah, c'était peut-être trop éparpillé. » Tu sais, je veux dire, c'est du work in progress, mais avec le temps, quand les choses deviennent rodées, tu sais où les choses se passent. C'est les moments importants. Puis il y a quelque chose de retourner au jeu comme ça, le jeu, tu sais, juste jouer. C'est comme si, c'est drôle, mais c'est comme si ça permettait un peu de... C'est comme si à ce moment-là, on arrête, en même temps, c'est vraiment bien fait, bien exécuté, puis en même temps, on arrête de prendre l'humour au sérieux. Ça devient vraiment... Tu sais, le jeu, c'est commun à tout le monde. On a tous fait ça, là. Tu sais, fait... Comme tu dis, je trouve qu'en ce moment, on prend trop l'humour au sérieux. OK. Puis... On vit dans un moment aussi où est-ce que les gens sont très divisés, puis il y a beaucoup de haine en général. Fait que l'humour n'a pas le choix de devenir sérieuse en ce moment aussi, parce que c'est un peu son métier aussi d'être un reflet, un chroniqueur de son époque, un humoriste. Fait qu'il faut qu'il adresse l'éléphant dans la pièce, il faut qu'il parle des choses qui se passent. Puis, Chris, on peut-tu rire de ces choses-là? On peut-tu trouver du rire dans cette douleur-là qui se passe dans nos sociétés? T'sais, ça fait du bien, puis ça permet d'évacuer, puis ça permet de dire des choses, le rire, que sinon, c'est juste un discours enflammé avec une opinion, tu sais. Puis d'un autre côté, il faut aussi quand même le prendre avec de l'humour. Il faut voir le sérieux, mais il faut aussi le prendre avec de l'humour. Fait que comme... C'est comme... Ça s'oppose, mais en même temps, c'est la même chose, dans le sens qu'il faut le prendre avec du sérieux, puis il faut le traiter avec sérieux, puis il faut le prendre avec de l'humour, puis le traiter pour de l'humour aussi. Il faut que les deux se passent. Il y a une dichotomie, tu sais. Il faut que les deux se fassent en même temps. C'est difficile à faire, tu sais. C'est-tu quelque chose que tu essaies de faire? Tu essaies d'intégrer plus, cette dichotomie-là? Ouais. Je me dis, tu sais, j'ai vu beaucoup de mes collègues faire des numéros, entre guillemets, engagés, mais tu sais, souvent, je trouve que ils vont crier un message puis mettre des jokes dedans. Des fois, on va tomber dans un peu le mépris. Ben, sinon, je trouve que des fois, c'est très pamphlétaire où est-ce que ils vont se moquer de gens qui pensent pas comme eux. Fait que dans la salle, le monde, des fois, vont avoir des claps, mais ils clapent juste parce qu'ils sont d'accord avec ton propos, mais tu prêches à les convertis. Si moi, je suis pas d'accord avec ton opinion en ce moment, je vais juste me croiser les bras puis t'haïr, tu sais. Je suis comme, tu n'amènes pas le débat à la réflexion, tu fais juste comme prêcher à des convertis, tu fais juste faire des jokes pour des gens qui sont déjà d'accord avec toi. Fait que je suis comme, tu mènes pas le combat, tu changeras rien, en fait. Tu fais juste faire du bruit dans ton camp. Fait que, ce que je trouve le fun, c'est quand un artiste va se présenter puis va plus comme porter à réfléchir sur le truc, puis après ça, ben toi, amène ça chez vous, puis on verra, tu sais, oui, t'as dénoncé des choses, oui, t'as dit des trucs, mais t'as pas sacrifié le rire pour ça, tu sais. Une œuvre humoristique, son but premier, c'est de faire rire le monde le plus possible. C'est ça le but. Parce que sinon, c'est pas de l'humour, tu sais, je veux dire, c'est l'humour veut faire rire le plus possible, sinon c'est un monologue de théâtre, tu sais, qui lui aussi peut faire rire. Qui se veut drôle maintenant. C'est ça. L'humour, il faut que ce soit le plus drôle possible. Et à travers ça, tant mieux si tu passes un message ou si tu dis des choses. Mais l'objectif premier, quand tu fais de l'humour, c'est de faire rire le plus possible. Fait que, tu sais,
C'est ça. Je veux dire, puis je calculerai pas qu'un chronomètre le nombre de. Tu sais, je veux dire, tout le monde, là. Chaque artiste a sa musique puis son riff. Il y a du monde qui tu ris aux 10 secondes, il y a du monde que tu ris un peu moins souvent, puis c'est pas moins drôle pour autant. Chaque artiste a sa musique à son rythme. Fait que je parle pas en termes de quantité quand je dis le plus drôle possible, mais c'est comme le but, c'est de faire rire. C'est que le rire est la fin, c'est la finalité, c'est rire. Ça devrait pas être de passer une opinion nécessairement. L'opinion peut passer à travers. Ouais. C'est ça. Sinon, tu peux. Tu sais, il y a des ligues de débat aristotéliciens qui existent. Là. Je veux dire, tu peux t'inscrire dans un club socratique de débat. Drôle. Voilà. C'est drôle. Va faire ça. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que les gens sont venus voir dans la salle. Les gens font rire. Tu sais. Fait que des fois, il faut faire attention. La frontière, c'est dur à faire. Tu sais. C'est très dur à faire de se placer. Tu sais. La discussion est vraiment intéressante. Le temps passe vite. Puis on a la portion défi. Oui, on est rendu au défi. On est rendu au défi, Jay. Yeah. Alors, pour l'expliquer pour ceux qui écoutent le podcast pour la première fois, les soirées langue à langue ont un défi à la fin de chaque numéro où les artistes de slam et d'humour doivent essayer l'autre discipline. Puis pour le podcast, on a ouvert ça large. Alors, on va te proposer une discipline artistique qui se pratique sur scène, ok? Quelque chose qui se fait sur scène. Et toi, avec ton bagage, justement, d'impro, de tout ce que tu as nommé au début, tu vas nous expliquer un peu comment tu vas attaquer cette nouvelle discipline si tu deviens professionnel de ça du jour au lendemain. C'est bon? C'est flou. C'est flou? OK. Mais mettons que... mettons que tu arrêtes de faire de l'humour demain, puis que tu découvres une grande passion pour de la poésie. Ouais. Et tu veux faire de la poésie sur scène. Ouais. Fait que comment... tu sais, juste sur scène. Parce qu'on s'entend que la poésie, c'est plus... comme tu parles, t'aimes improviser, t'aimes aller, mais la poésie, c'est plus structuré. Alors, comment t'as même, à la limite, t'as les formats quasiment haïku, des choses comme ça. Tu sais, qui sortent vraiment l'extrême, là. Avec le nombre de pieds en particulier, puis c'est une idée, tu sais, qui s'arrête, puis après, tu sais, t'as l'autre idée, je sais pas, là. Ouais. Fait que là, moi, ma mission, c'est de devenir un poète. Ouais. OK. OK. Ben, moi, j'ai toujours admiré à quel point Jean-Michel... Ouais, attends, là. Ben, je sais pas. Fait que là, il faut que je vous fasse un poème, puis je l'improvise là. Non. Ah, mais juste comment t'aborderais cette nouvelle tangente-là artistique? Non, on parle encore de ta marche. Ben, je sais pas. Là, j'ai toujours trouvé admirable à quel point Jean-Paul Daou s'accote son pied de micro. Fait que... non, mais il y a beaucoup... Mais je lis de la poésie, moi, dans la vie. J'aime beaucoup, mettons, Patrice Desbiens, j'aime beaucoup Gaston Miron, j'ai lu L'Homme rapaillé, je pense comme 6 fois. J'ai regardé souvent la Nuit de la poésie, la première, entre guillemets, là, avec Claude Gauvreau, puis le fameux texte Speak White aussi, toutes ces choses-là, tu sais... ça me fascine, ces soirées-là, parce qu'il y a quelque chose de tellement... c'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est committed. Il y a quelque chose de tellement impliqué. Il y a quelque chose de viscéral quand tu vois des poètes sur scène dire leur texte. Des fois, il y a comme une énergie, il y a quelque chose de crissement impressionnant, en fait. Qu'à un moment donné, j'écoute même plus les mots. C'est juste comme quelque chose qui se passe, tu sais, qui est nice. Je suis pas allé souvent dans des soirées de la poésie. En fait, je n'ai pas mal souvent pogné plus par accident que parce que j'ai voulu y aller. Au Cabaret Mado, il y en a souvent avant la Galaxie le dimanche. Ouais. Tu sais, ils font ça 5 à 7. Puis justement, Jean-Paul Daou, il est là, je pense souvent. Là, puis tu sais, ils lisent. Puis tu sais, il y a comme 6 personnes dans la salle. Là, puis c'est genre les amis des poètes qui étaient là. C'est pas, c'est pas couru. Là, c'est pas... Non. Puis, je sais pas, souvent les gens, c'est drôle parce que souvent les gens vont partager des petites pensées sur Facebook, sur des images de coucher de soleil, ou ils vont prendre en photo, mettons une phrase qui est écrite sur un mur, puis ils vont trouver, cette phrase-là, ça résonne chez moi, puis je suis comme, tu sais que c'est ça de la poésie aussi, genre une citation, tu sais que c'est ça de la poésie, c'est comme, c'est des mots qui t'ont touché,
c'est ça, la poésie. C'est pas obligé d'être un poème en alexandrin, là. Fait que, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils n'aiment pas la poésie, qu'ils l'aiment, mais qu'ils ne savent pas, qu'ils l'aiment. Fait que je pense que je voudrais démocratiser la poésie, un peu comme j'essaie de démocratiser le théâtre de marionnettes pour adultes, parce que il y a tout le temps encore des enfants qui viennent voir mon show de la saga des étoiles, puis je suis comme, hey, il y a des pénis, là. À sac, il y a des pénis. C'est pour les adultes, là. C'est pas un show pour enfants. Puis, ils font, Star Wars en marionnette, on va amener tout petit. Puis, je suis comme, non, Chris, tu sais. Souvent, c'est dans des bars ou dans des clubs, puis c'est 18 ans et plus. Puis, les gens m'écrivent, mais tu vas-tu le faire dans une salle où je vais pouvoir amener mes enfants? Je suis comme, 13 ans et plus, les amis. 13 ans et plus. OK. Fait que je pense que j'essaierais de... C'est un... Je vais dire une phrase horrible, là, mais j'essaierais de redonner des notes de noblesse à la poésie. C'est super prétentieux. Mais j'essaierais de ramener ça à... Hey, tout le monde peut aimer la poésie. De le rendre plus grand public dans un sens. Ouais, je pense que c'est la mission que je me donnerais. C'est d'essayer d'être comme un pop poète, entre guillemets, genre... Un pop poète. Je sais pas... J'ai beaucoup d'admiration, mettons, pour Quentin Tarantino, qui est capable de faire autant un film d'auteur qu'un film blockbuster. Il fait les deux en même temps, en fait. Fait que, tu sais, les gens qui aiment le cinéma vont aimer son film, puis les gens qui aiment aller voir une vue vont aimer son film aussi. Il y a comme une façon de faire un entre-deux qui est un bon morceau de divertissement, puis qui en même temps est un grand film. J'ai toujours aimé cette vision-là des choses, moi. Puis comment tu penses pouvoir justement le rendre plus populaire? Est-ce que c'est dans le propos? Est-ce que c'est dans le mettre plus d'humour dedans, de sortir des marionnettes pour faire des poèmes? Comment tu... Peut-être, ouais. Mais j'irais faire de la poésie là où tu ne l'attends pas aussi, tu sais. Pour que le monde fasse comme « Ah, c'est bien cool! » Tu sais, c'est niaiseux, mais il y a du monde des fois qui m'écrivent ou qui me disent « J'aurais jamais pensé aimer ça, un spectacle de marionnettes. » Parce que, mettons, je viens faire juste un numéro dans une soirée d'humour où il y a d'autres artistes. J'arrive avec mes props, je vois qu'il y a du monde qui se croise les bras, c'est comme bon, qu'est-ce qui se passe? Puis après 4 jokes, mettons, tu sais, mon numéro de détective Sharpie, c'est un crayon feutre qui c'est un crayon, c'est du théâtre d'objet, c'est un crayon feutre qui cherche pourquoi son ami brocheuse s'est fait kidnapper par le mesureur, tu sais, genre qui est un tape à mesurer avec des yeux, puis qui maintenant est devenu le maître parce qu'il mesure un mètre. Tu sais, c'est con de même, là. Puis le monde, il rit, là, puis ils font « J'aurais jamais cru rire avec des hosties d'objets. » Puis je suis comme « Ouais, mais si je t'avais dit « Richard, on va voir des marionnettes », t'aurais dit « Fuck you, je suis pas un enfant. » Tu sais. Fait que c'est ça aussi, là, non, ça peut être le fun, tu sais, donne-y une chance. Fait que ce serait vraiment mon minding, ce serait ça. Fait que je pense que j'irais faire de la poésie où tu penses pas qu'il y en a. Je pense que j'en citerais à des moments où tu t'y attends pas. J'aime ça quand, mettons, Amir Kadir ou tu sais, un politicien va citer un poète. Ouais. Je trouve ça tout le temps cool. C'est comme, oui, c'est vrai que ces choses-là devraient être plus importantes que ce qu'on a, tu sais. C'est pas quelque chose qui existe juste dans les livres ou qui est chiant ou qui est juste un exercice de français. C'est au-delà de tout ça, la poésie. C'est vraiment toucher les gens avec des mots. Fait que, genre, j'en ajouterais partout. Puis ce que j'aime aussi, mettons, moi, je suis un gros fan de l'émission Plus on est de fou, plus on lit. Puis j'adore quand il y a des gens qui viennent lire des poèmes ou le combat des mots ou ces choses-là. Il y a quelque chose dans le texte, souvent, qui sont d'actualité. Puis c'est cool d'entendre de la poésie différente parce que des fois, ils vont dire « Chris, tabarnak, nanana » dans leur poème, tu sais. Puis t'es comme « Wow, tu sais, c'est pas Ah, que la neige a neigé », tu sais. Ouais. Fait que... Ouais, je pense que j'essaierais d'être là. Puis je suis sûr que je me ferais pas d'amis dans le monde des poètes parce qu'il y a plein de monde qui trouverait que j'essaie de pervertir un art noble et que je fais, tu sais, il y a ça en humour, des gens partant, tu sais, de « Ah, mais toi, on sait bien, t'as des props, tu sais. Essaye donc d'être drôle, toi. Je sais pas combien de fois je me suis fait dire la phrase « Pourquoi tu fais pas du stand-up comme tout le monde, tu sais. » C'est quoi, on te regarde de haut, mettons, à cause de ça, genre? Non, c'est plus une bébite, ou sinon, c'est comme « Ouais, mais c'est pas juste, t'as des props, tu sais. » Ou c'est comme « Ouais, mais... » Il y a une guitare. Tu sais, quelqu'un va dire ça des fois comme moi, mais là, il y a une guitare. Comme, ferme ta gueule, il fait rire le monde comme toi. T'as juste moins fait rire le monde. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est comme, c'est ça. Tu sais, fait que, de toute façon, ça me fait rire parce que quelqu'un qui me dit, tu sais, pourquoi tu fais pas de l'humour comme du stand-up comme tout le monde, je fais, ben, parce que c'est trop facile, tu sais. Boom! Ouais, fait que tu ferais, tu sais, mais je sais que c'est tellement pas facile, mais ça me ferait rire parce qu'ils savent crissement ce que je vois aussi en stand-up, tu sais. Fait que je suis comme, hey, regarde, tu sais, moi aussi, il faut que j'écrive une joke, mais en plus, il faut que je dessine un bonhomme, je le découpe, je le manipule, fait que je fais juste... Faut pas que je l'oublie chez nous. Ah ouais. Non, si je l'oublie, le prop, c'est que je peux pas faire la joke, tu sais, fait que... non, puis...
C'est encore plus compliqué. Ça complique beaucoup la vie, là. Ça complique les choses. Puis le monde, des fois, il me regarde ranger mes affaires, font tabarnak, tu te donnes du trouble. Je suis comme, tout ce temps-là que j'ai mis là-dessus, je révisais mon texte, je repensais à mes affaires. Fait que, tu sais, pendant que je fabrique le prop, je pense pas à mon texte. Fait que c'est du temps que j'ai mis sur le show, anyway, comme, tu sais. Fait que, I guess que j'ai juste mis plus de temps que toi sur mon numéro. Dans ma tête, tu as mis autant de temps, toi, à trouver la bonne tournure de phrase, puis la bonne façon que tu vas tenir ton micro, puis le bon delivery. Je veux dire, c'est un craft, là, ce qu'on fait. Là, fait que normalement, tu mets le plus de temps que tu peux à travailler, puis retravailler tes trucs. Tu sais, fait que, je veux dire, je me donne pas plus de troubles que toi. Je le fais pas pareil. Mais mettons, là, mettons justement, ils mettent du temps à écrire une joke, la pratiquer, tout ça, puis si c'est pas bonne, ils la jettent, puis that's it. Mais toi, mettons que tu écris un number, puis que ça marche pas, tu jettes tout le number, tu revois la structure. Je vais jeter des bonhommes, je vais découper d'autres affaires, des fois, je vais faire non, fucking, j'ai pas tout fait ça pour rien, c'est pas vrai, là, fait qu'on va retravailler la joke, c'est pas vrai, j'ai tout fabriqué ça pour rien. Il y a ça, mais en général, je suis drôle, ça va bien. Quand je suis rendu à fabriquer le props puis le faire, je suis comme assez confiant. Là, que ça va marcher, ouais. Ça va marcher, tu sais. Ouais. Fait que... Mais oui, j'ai des boîtes de stock, de patentes dans mon sous-sol, dans mon bureau, de props que je garde au cas où, ou que je l'ai fait une fois puis ça n'a pas marché, puis à un moment donné, je vais peut-être le réutiliser, fait que je ne le jetterai pas. Je ramasse bien les affaires avec le temps, là, tu sais. C'est sûr que c'est pas juste dans ma tête ou dans un document Word que ça se ramasse, ce stock-là, là, c'est physiquement quelque part, tu sais. Mais ça fait partie de mon processus. Puis, tu sais, je veux dire, elles sont pas toutes belles, là, les toiles de Picasso, là. C'est pas vrai, là. Tu sais, je veux dire, quand il a décidé d'en sortir 3-4 pour un vernissage, il y en a à peu près 25 de marde dans son garage, là, lui, là, tu sais. Puis il y a beaucoup d'essais aussi, là. Il y a beaucoup de croquis, il y a beaucoup de... Ça finit plus, là, la quantité d'essais pour arriver à un tableau, là. Et qui fait, c'est celui-là, le tableau, tu sais. Là, aujourd'hui, il y a un qui est mort, on va tout revendre tous les autres cossins, mais je veux dire, c'est pas son œuvre, c'est draft. Fait que, tu sais, je veux dire, je sais pas si quand un humoriste va mourir, on va vendre tous ses Google Docs de jokes de graines qu'on va marcher. Tu sais, c'est pas le produit final. Mais en même temps, on aime tellement l'artiste à un moment donné qu'on va prendre n'importe quoi parce qu'on aime l'artiste, puis c'est correct, tu sais. Là, je me compare pas à Picasso, là, c'est pas ça que j'ai en train de dire. Parce que, je veux dire, j'ai plein de cossins que j'utilise pas ou plus, ou peut-être que je vais réutiliser, puis ça fait partie du processus, puis moi, ça me fâche pas du tout, tu sais. Je me donne plus de troubles, je pense pas, tu sais. Je pense pas, là. Mais c'est sûr que quand tu comprends pas ce que je fais, ou quand tu le fais pas avec moi, ou tu me suis pas, ou on n'a pas cette discussion-là. Mais j'allais cette discussion-là avec des artistes dans là, justement, qui me disent, Chris, tu donnes du trouble, mais tu sais. C'est ça. Si tu penses que j'ai mis plus de temps que toi sur ton numéro, peut-être que tu mets pas assez de temps sur ton numéro. C'est ça aussi. C'est quand je file un peu shady bitch, là, mais tu sais, reste que ça pareil, là. Mets du temps sur ton stock. Fait que bref, en poésie, c'est ça. En poésie, je pense que j'essaierais de péter le concept un peu. J'ai toujours été un fan aussi des Oulipiens, Georges Perec, Raymond Queneau. J'ai toujours aimé le côté ludique de jeu avec les mots que ces gens-là ont fait, que ce soit avec les redevances, la disparition, exercice de style. J'ai toujours trippé sur ce genre de littérature-là. J'ai toujours aimé les livres dont vous êtes les héros parce que je trouvais que c'était comme... On fait autre chose que juste lire, tu sais. Il y a de quoi qui se passe. Il y a une activité, il y a une relation entre l'œuvre et le spectateur. Tu sais, un livre dont vous êtes le héros, là, c'est le fun en esti. Moi, dans la vie, j'aimerais ça écrire des livres dont vous êtes le héros. Genre, je ferais ça dans la vie. Là. Genre, j'ai pas ce temps-là. Mais un moment donné, dans ma vie, je veux faire ça, écrire des livres dont vous êtes le héros. Peut-être pas nécessairement médiéval fantastique, là, ça peut juste être comme... Ça se passe à Berthierville, là, tu comprends-tu? Ça se peut, là. Mais genre, j'aimerais vraiment... policier. D'humour dont vous êtes le héros. Je trouve ça génial. Des nouvelles érotiques dont vous êtes le héros. Nomme-les, esti. C'est cool, me semble, ça. C'est un jeu. C'est super le fun. T'sais. Fait que je pense que j'essaierais de trouver des twists à la poésie, des avenues qui sont différentes. Parce que ça reste que c'est ça que je fais la majorité du temps, écrire, tu sais. Ouais. Puis, comment tu l'amènerais sur scène? Dans le sens que, est-ce que tu vas être plus posé? Est-ce que tu vas essayer de garder la même énergie? Aucune idée. Autant de props? Hey, je sais pas à quel point... Je sais pas je serais quel poète, Jérémy le poète, tu sais. J'ai pas trouvé ma voix de poète. C'est dans le sens que j'ai ma voix d'humoriste. Fait qu'est-ce que j'irais avec l'humoriste qui fait quelque chose d'un peu plus poétique ou est-ce que je ferais vraiment comme non, c'est un autre personnage? Tu sais, est-ce que.
Est-ce que je le ferais en drag queen? Est-ce que je le ferais en... Je sais pas. Tu sais, peut-être que... Je sais pas, aucune idée. Aucune idée. Sérieusement, puis ce serait probablement du SRR. Il y aurait un soir que j'essaierais de quoi plus Claude Gauvreau avec des mots que j'invente. Il y aurait un autre soir que je serais vraiment plus dans quelque chose de très, très normé avec vraiment un piétage, puis vraiment de quoi de hyper rigoureux mathématique. Peut-être qu'il y aurait un soir où ce serait comme vraiment plus chaotique, comme, mon Dieu, comment il s'appelle, les herbes rouges, là. Gars du centre-sud, là. Ah, merde. Denis Vanier, tu sais, peut-être quelque chose de plus vraiment trash, weird. Je sais pas. Je pense qu'au début, je ressemblerais aux gens que j'aime jusqu'à temps que, encore une fois, mon processus se fasse, puis je trouve la voix de Jérémy de Poète, ça me prendrait peut-être 10 ans, ça, tu sais, je sais pas. Fait que j'ai aucune idée. Peut-être que je commencerais par être juste, OK, je suis un humoriste. Si je pars de ça, puis je rajoute de la poésie dedans, ce serait plus facile que de juste faire, non, maintenant, je suis un poète, essayons ça. T'sais, Jean Leloup qui a essayé d'être auteur, ça n'a pas tant marché, là. Il y avait comme son personnage, son nom, avec son chapeau rouge, puis t'es comme, non, Jean. Je pense pas que j'irais là. Fait que je pense que je ferais... Non, j'ai un humoriste qui maintenant fait un peu plus de poésie. Je pense que, parce que ce personnage-là, je le connais sur scène. Je sais comment il parle, je sais comment il rit, je sais qu'il parle fort, je sais qu'il bouge. Puis ça t'a pris du temps aussi à le trouver, fait que c'est pour ça que... Comme tu as dit, ça pris... Mais je change tout le temps, dans le sens que, tu sais, comme là, j'ai un nouvel objectif. J'ai un nouvel objectif depuis, puis j'ai pas été game, là, puis je pense à ça depuis cet automne. Je veux faire au moins un 15, mettons, mais tout un set au complet sur... je veux être assis sur le tabouret. Je vais prendre un tabouret, je vais le crisser dans le milieu de la scène, je vais m'asseoir dessus, puis je vais rester assis. Avec l'énergie que j'ai, à quel point je bouge, ça a l'air de quoi si je reste au même endroit? Ouais. Je regarde beaucoup les specials de Marc Maron. Il est tout le temps assis, puis c'est un de mes préférés. Il est tout le temps assis sur un tabouret. Dave Chappelle, son special qu'il a fait sur Netflix là, pendant le confinement, il est assis. À un moment donné, Dave allume ta tabarnak de cigarette. Si tu l'as vu, tu comprends ce que je dis, là, mais il y a quelque chose de le fun de je bouge pas, là. Mais toute cette énergie-là que j'ai, la canaliser sans que je bouge, mais garder la même drive, mais sans que je bouge. J'aimerais ça voir ce que ça a l'air. Puis je suis pas game, à chaque fois, je suis pas game. Mais parce que je pense qu'il y a aussi le propos qu'il faut que tu dises ou qu'est-ce que tu vas faire aussi assis sur le tambouret. Est-ce que tu vas... Je peux raconter une anecdote flamboyante. C'est ça peut être une anecdote ou c'est juste des jokes, ou tu sais, peu importe. Il faut trouver le bon sujet qui fit avec toi sur le tabouret dans un sens aussi, là. Je pense que je prendrais un numéro que je connais vraiment bien. Puis je ferais asseoir mon défi. Tu sais, je suis confortable, je sais qu'il y a des riches, je sais où est-ce qu'ils sont, je sais que ça marche. Mais mon défi, c'est de rester assis. Là. Peut-être que reprendre un numéro que tu as déjà, mais le faire avec cette contrainte-là, peut-être que ça ferait vraiment émerger d'autres idées, même d'autres. Exactement. Je veux voir où on va. Encore une fois, mon analogie de t'es tanné de prendre une marche chez les mêmes rues. Là. J'ai comme le goût d'essayer ça. Fait que c'est ma prochaine étape, c'est de jouer assis sur un tabouret. C'est vraiment weird. Ça sert à rien, mais en même temps, oui. Pour évoluer, t'es qui sur scène? Mais pour les yeux du public aussi, ça change la donne, là, que tu sois assis. Là. Ça attire le focus ailleurs, ça les concentre peut-être plus aux mots ou quoi que ce soit. Fait qu'il y a comme... c'est peut-être une mauvaise idée. Peut-être que je vais le faire une première fois, puis ça va être de la merde, 2 fois de la merde, 3 fois de la merde, puis je vais abandonner. Peut-être que je vais le faire une première fois, ça va être bon. Puis je vais faire « Ah, ça marche! » La deuxième fois, je vais me planter, parce que je vais être trop sûr de moi. Je sais pas! Tu comprends? Ou peut-être que ça va être une partie du numéro qui va fonctionner mieux assis. Peut-être. Réaliser que le numéro commence debout, tu t'assois, bang, 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 ces aspects-là, puis tu retournes debout. Ouais. Moi, c'est quelque chose à remarquer aussi, tu sais, mon 60 minutes que j'avais fait en 2014 à ZooFest, il est vraiment bon, ce show-là, tu sais. C'était un bon show. Tout se suivait. Il y a une chronologie qui partait de moi jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une structure quand même de je me présente du début jusqu'à la fin. Puis, tu vois, mon autre 60 minutes que j'avais fait en 2017, qui s'appelait Mouhahaha, j'avais juste enligné une nouvelle heure de stock. C'était mon meilleur stock de la dernière année, là-dessus. Puis, c'était du stock qui est meilleur que le stock de 2014, mais c'était un moins bon show. Ça ne te donne rien d'aligner juste tes meilleurs numéros un après l'autre. C'est pas une heure, ça. Même si c'est une heure en temps, c'est pas une bonne heure. Fait que
c'est absurde de même, dans le sens que j'étais comme Chris, pourtant, il est meilleur, ce show-là, mais il était moins bon. Puis là, je l'ai retravaillé. Puis là, j'ai une version embryonnaire qui s'appelle Full Calm sur le Ritalin que j'avais faite à Juste pour rire l'été passé à Place des Arts. Puis tu vois, j'avais un pacing encore. Puis il était meilleur, mais je l'aime pas non plus. Le monde a trippé, puis je l'aime pas le show parce que je sais pas, il y a de quoi qui me fait pas tripper avec cette structure-là. Puis tu vois, j'ai continué de le faire, mettons, un peu partout, cette heure-là, dans des salles. Puis là, ce que j'ai décidé de faire après les soirées stand-up improvisées, parce que ce show-là était le résultat du matériel plus à peu près une demi-heure des soirées stand-up improvisées que j'avais rentré là-dedans. Fait que le show a été créé, à la fois écrit, à la fois en impro. Puis je me suis dit, mon Dieu, j'avais plus de fun à faire les soirées de stand-up improvisées qu'à faire le résultat final. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire, après ça, c'est que ce show-là, quand je le fais, j'ai un pacing, j'ai un papier avec toutes mes bits au complet que je mets sur un tabouret, mais je le respecte pas en tout. Je pars, je jase avec le monde, puis à un moment donné, bam, j'embarque sur ce morceau-là. Là, après ça, bam, j'embarque sur ce morceau-là. Il n'y a aucune structure. C'est au feeling avec la crowd. Ouais, c'est ça. T'embarques quand ça te tente et non quand parce que c'est c'était. Ouais. Puis là, je commence à jaser avec quelqu'un, puis là, mettons, il y a quelqu'un qui est dans la vie, cette personne-là est avocate, puis puis là, ça lead sur tel bit. Tu sais, après ça, il y a un gars qui a un casque de bicycle, tu viens en vélo, blablabla. J'embarque sur mon bit de vélo. Fait que le monde a l'impression que je leur jase, mais je fais mon show. Ça devient plus organique. Moi, je suis libre dans ce show-là. Il est vivant là, à 100% parce que tout le matériel est dans ma tête, mais je sais juste jamais quand est-ce que je vais le faire. Puis en plus, si jamais je me mets à faire un 15 minutes de nouvelles à style niaiserie parce que ça va bien, puis je niaise avec le monde, ben j'ai fait 15 minutes d'impro. Ils savent pas, eux autres, ils ont juste du fun, tu sais. Fait que, puis là, je respire dans ce show-là parce que je fais ce que je veux. Puis j'ai toujours le safety de j'ai des numéros. Faut juste que je m'arrange pour finir à peu près là. Mais des fois, je sais que mon dernier numéro, c'est le meilleur numéro, entre guillemets. Mais des fois, il faut que je le fasse aux 2/3 parce que c'est là que ça fit. Puis même des fois, j'ai même pas encore fait mon dernier numéro. Je regarde mon temps, ça fait 1h20, je suis là. Faut que j'arrête. Fait que des fois, il y a une esti de gros rire, une clap, une espèce de climax. Je regarde le temps, je fais « Hey, je vais arrêter maintenant. Bye! » Genre, je sens que là, c'est le climax du show, je vais arrêter là. Je serai pas gourmand puis continuer parce que ça va être un petit peu frein en dessous. Tu sais, je peux pas accoter ça, j'arrête là. Donc, le show est encore plus vivant. Puis ça, j'ai appris ça en faisant les soirées de stand-up improvisées, en me mettant en danger, en étant juste Jay avec un micro. Fait que ça a comme validé le fait que ça va bien aller, donne-moi un micro. Fait que c'est vraiment weird, mais on dirait que c'est ça, comme on disait plus tôt, plus on se met en danger, plus ça nous rend confortable. C'est absurde que ça puisse paraître. Plus on se rend compte que finalement, on a ce qu'il faut si jamais ça chie. Au départ, ça fait peur, on a comme peur, on tombe d'un blanc, je sais pas, on a peur de... Puis à un moment donné, c'est de dire, ben c'est ça, j'ai quasiment envie que ça arrive parce que ça me rajoute un thrill, puis je sais que j'ai tous les outils qu'il faut pour m'en sortir de façon quand même créative sur scène. Il y a pas mal de chance, tu sais. Il faut tout le temps être préparé. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé de me planter dans ma vie parce que j'étais convaincu que juste être moi allait suffire, puis j'étais pas préparé, puis ça a été un fiasco. J'ai encore mal quand j'y repense à cette situation-là, puis ça me reste là. Toujours être le plus préparé possible. Tout ce que tu peux contrôler, contrôle-le. Jusqu'à tes bobettes puis qu'est-ce que tu as mangé cette journée-là. Là. Tout ce que tu peux contrôler, tu le contrôles. Jusqu'au chapeau qu'on met avant un podcast. Jusqu'au chapeau qu'on met avant un podcast. Fait que, tu sais, j'adore ce chapeau. Fait que c'est ça. Je suis prêt. J'ai plein d'affaires. Fait que c'est pour ça que je suis game d'affronter le danger. Mais je peux pas arriver en... Faut pas non plus de coquille, tu sais. Non, faut que tu aies tes munitions, faut que tu aies tout ton stock. Tu te dis, tu sais, si jamais ça vire mal, justement, j'ai des portes de sortie, mais le trip, ça serait d'en trouver dans les bugs. C'est ça exactement. C'est encore plus hot si tu finis ton show sur quelque chose qui était unique parce que, tu sais, ils vont stager des blancs, là. Ouais. Dans le one-man show condamné à l'excellence de Martin Matt, il y avait un blanc de stagé. Il se mettait à improviser un paquet de niaiseries, puis le monde dans la salle virait fou, parce que c'est comme c'est qui est bon. Jusqu'à temps que le monde se parle, fasse comme ah, nous autres, il y a eu un blanc. Ah, nous autres ici. Ah ouais, as-tu dit telle affaire? Ouais, ah ben tabarnak, il nous a floué. Tu sais, ils vont stager des décrochages dans des galas juste pour rire, de monde qui rit, de bugs techniques, de whatever, parce que le monde trouve ça magique, ces moments-là. Pourquoi, au lieu de les stager, tu t'arranges pas pour qu'il y ait des fenêtres pour qu'il y en ait? Ouais, pour provoquer
la possibilité de ça. Le meilleur spectacle du monde que j'ai jamais vu, moi. Il y a eu une panne d'électricité, puis on s'est éclairé avec nos cellulaires et nos chandelles, puis on a fait le show pareil. Quoi de magique qui s'est passé ce soir-là? Ouais, tout le public est là, puis ils savent que c'est unique. Ah oui, c'est clair. Fait que voilà. Ce serait ça ma réponse à la poésie. À la poésie! Réponse très complète. À la poésie. C'est de fermer les lumières, puis mettre des chandelles. chandelles. Mais c'est vrai que ça serait beau. Mais merci beaucoup, Jay Larouche. Le temps avance, fait que dis-moi, là, il y a Cultive ton comique qui est sorti sur tout.tv qu'on peut écouter. Ben, t'as pas mal déjà tout nommé au début. Mais Cultive ton comique, c'est 11 vidéos où tu peux apprendre à maximiser ton potentiel comique. Puis en plus, à ça est annexé le concours Jeune pour rire. Si tu as entre 13 et 20 ans, tu peux participer. Dans le fond, tu nous envoies une vidéo drôle d'un maximum de 3 minutes. Puis on va en choisir plusieurs là-dedans qui vont avoir un coaching puis tout ça, puis avoir l'expérience de vraiment bonifier leur vidéo, puis après ça, le présenter dans un live qu'on va faire avec des artistes invités, une espèce de gala virtuel. Fait que c'est vraiment un cool projet, mais sinon, juste les vidéos sont géniales pour apprendre à mieux écrire du drôle. Tu sais, c'est vraiment le fun. Ouais. Sinon, on peut te suivre sur ta page Facebook si on veut avoir plus d'infos sur les shows après le confinement. Googlez-moi. Googlez Jay, on peut trouver des vieux numéros en faisant ça. J'ai oublié que c'était là. Allez, effacer d'ailleurs. Fait que merci beaucoup, Jay, de ta présence, du temps. Merci, Michael et Thomas. Pour vrai, c'était vraiment cool de jouer avec vous autres le matin. Ça fait plaisir. Alors, bye! Bye!